kind of crazy. He's hooping. Parce qu'il ne faut jamais perdre espoir. Amis d'Enix, bonjour et bonsoir. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle année 2023 pour un nouveau podcast de The Knicks épisode, l'épisode numéro 20, voilà. Donc aujourd'hui au casting, Johanny. Salut Johanny. Ouais, bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux en cette nouvelle année 2023, plein de bonheur, la santé pour sûr, des victoires, des belles viewing parties, enfin plein de bonnes choses pour 2023. Et oui, on a du bon package à vous proposer. Sébastien, salut à toi. On te retrouve enfin sur le podcast. Yeah. Comment ça va tout le monde? Nickel. Écoute, pareil, je vous souhaite à tous les meilleurs vœux, la bonne année. Bon, je l'avais déjà dit sur YouTube, mais là je vous le dis également à ceux qui écoutent les podcasts. Et donc, écoutez, je vous souhaite le meilleur et puis bonne écoute à tous. Hein. Donc Sébastien qui est chroniqueur, hein, on peut le dire. Hein, c'est le mot. Tu deviens un chroniqueur, effectivement. Va falloir renégocier le contrat, mon ami. Hein. Oh là là. Je vais coûter cher là. Tu sais, je suis un contrat de pierre là. C'est ça. C'est un contrat de pierre. Il donne tout là. Là, on fera le point au moment du All-Star Break. Et un nouveau venu sur ce podcast, Floris. Salut à toi. Salut les gars, salut à tous. Et comme vous l'avez dit, une bonne année à tout le monde, la santé et le deuxième plus important, les playoffs quand même. Dans l'ordre de la santé, les playoffs, c'est bien. Ah, il veut en découdre et ça me plaît. Bah les gars, du programme assez alléchant. Pour ce nouvel épisode. Évidemment, Floris, j'aimerais bien aussi que tu puisses un petit peu te présenter, ton parcours, comment tu en es venu pour tomber dans la sauce Orange and Blue et puis te présenter à tous nos auditeurs. Du coup, moi, c'est Floris, donc j'ai 26 ans, je suis les Knicks maintenant depuis 2010 et je suis vraiment les Knicks à fond, c'est-à-dire en me levant tous les nuits, les 82 matchs par saison, même quand on était au fond du fait tout absolu depuis 2011-2012 on va dire. Donc ça va faire plus de 10 ans que je suis présent toutes les nuits sur Twitter pour suivre cette franchise qui là pour l'instant nous a mené qui m'a personnellement apporté plus de déception que de bonheur, mais bon c'est pour ça qu'on y croit et qu'on lâche pas, parce que le jour où ça va arriver ça va être encore plus bon. Ah, le plaisir va être décuplé à ce moment-là, ça c'est certain. Donc c'est pour ça que faut pas lâcher. Donc moi du coup depuis tout petit je suis passionné de tous les sports et je me suis mis au basket, je me suis mis à suivre le basket avec l'époque équipe de France, hein, suivant le basket avec Georges Eddy qui commentait et tout ça. Donc je kiffais bien le basket et je me suis dit en suivant le basket il faut forcément suivre la NBA. J'aimais bien la ville de New York, donc je me suis intéressé un petit peu. Sachant que moi, du coup, c'était l'époque où c'était LeBron, Wade, Melo qui un peu dominaient la NBA. J'ai vu que LeBron et tout ça, c'était le fan, le joueur à suivre pour n'importe quel fan. Et moi, j'aime bien être un peu dans l'opposé, on va dire. Et donc moi, j'ai pris Carmelo. Carmelo, c'est mon joueur préféré, donc on va pas se mentir. Voilà, Espy Floris. C'est surfait, LeBron, c'est surfait. Voilà, commence pas. LeBron, c'est surfait. Le vrai GOAT, c'est Melo. Voilà, exactement. Le vrai GOAT absolu, c'est Melo. Moi, je m'appelle Flo Melo, du coup, sur Twitter, exprès pour lui. Et donc, c'est lui qui m'a fait encore plus aimer les Knicks que j'aime, quoi. Donc, voilà, c'est mon idole absolu. Ça c'est fini comme ça c'est fini, on va pas dire que c'est bien fini mais bon. Ouais. On connaît l'histoire, Dans mon cœur ça s'est bien passé, dans la réalité c'est peut-être autre chose mais bon, c'est comme ça. Mon amour pour Melo ne changera pas quoi. En tout cas, c'est lui qui t'a fait plonger vraiment dans cette fièvre au Madison, quoi. Exactement, complètement. Et pour le coup, quel est ton parcours en fait pour avoir justement passé le cap entre ta passion pour les Knicks et puis Knicks Nation France? Du coup, c'était ça sur Twitter. On n'était pas beaucoup à l'époque sur Twitter à suivre les Knicks la nuit. Il fallait vraiment être motivé. Quand on finissait des saisons 15e à l'Est, en gagnant 15 matchs avec Lou Wan
Munson et Travis Ware titulaires. La belle époque. Voilà, la nuit à 3h du matin, il fallait pas trembler du menton, donc on n'était pas des masses. Qu'est-ce que tu Et fais? donc- Tu viens pas te coucher? Non, je regarde un match. Ouais, je parle. Donc du coup, c'était à cette époque-là, et c'était l'époque où c'est que KNF s'est créé, du coup la première association en 1901 en Europe d'une franchise NBA. Donc j'ai de suite accroché forcément. J'ai participé au premier trip à New York. Premier méca trip pour aller voir Melo. C'est pour aller voir Melo, exactement, qu'on a perdu contre Denver à l'époque, où c'est que Jokic mettait son premier triple-double en carrière. C'était, Ouais. on l'a vu. Et après, on avait gagné contre les Spurs de Tony Parker qui avait mis 0 points sur ce match. C'était un sacré match, un sacré souvenir que cette victoire contre les sacré Spurs. souvenir. Et du coup, on avait fini avec la photo sur le parquet. Fait vraiment un souvenir pour moi inoubliable, du coup. Et voilà, donc voilà mon lien avec Knicks Nation France. Et par la suite, du coup, au moment de la création, j'ai participé au compte Twitter. C'est moi qui l'ai géré pendant un petit moment avant de passer la main au vrai chef, quoi, on va dire. Oh là là, quelle belle Modeste. transition. Hein. Modeste. Oui. En tout cas, messieurs, Floris, en tout cas, bienvenue à toi. On a hâte d'avoir ton analyse, ta vision sur la situation, et on compte sur ta touche de fraîcheur et ton accent chantant. Ton accent chantant, Tu pardon. un peu le soleil avec Seb. Il y a un peu de sudiste dans le groupe aujourd'hui, donc c'est cool. Vous ramenez un peu de chaleur dans ce podcast en cette période hivernale. C'est bien, c'est bien. Bon, les gars, maintenant on va rentrer un peu dans le détail. Forcément, le bilan, il est de 22 victoires, 19 défaites. Les Knicks sont 7e à l'Est. Dans la bonne partie du tableau, diront certains. À un strapontin près, dira-t-on. Et en fait, le programme du jour, c'est se faire un point quand même sur cette mi-saison, parce qu'on y est quasi pile poil, mi-saison. On va parler évidemment de la gestion de la rotation actuelle des Knicks, faite par défaut, faite par opportunisme. On aura le temps aussi de détailler tout ça. Évidemment, la trade deadline approche et les machines sont sorties, hein, les fameux simulateurs. Chauffe. Les rumeurs qui vont avec, la caisse de résonance de New York, évidemment, pour amplifier tout ça. Et donc, forcément, on va aborder les fameux mouvements potentiels. Évidemment, qui parle de mi-saison aussi, on approche du All-Star Break, qui est forcément la propagande est de sortie pour les votes du All-Star Game. Et enfin, évidemment, on apportera quelques petites news concernant Actu Association. Donc voilà le programme du jour, plutôt alléchant. Donc messieurs, mi-saison, 22 victoires, 19 défaites, ma foi, un bilan positif. Les Knicks calés à la 7e position. Écoutez, ça a déjoué quand même pas mal de petits pronostics, mais on n'en est qu'à la moitié du chemin. Et messieurs, déjà, moi, je vais un petit peu vous sonder pour savoir quel est votre à chaud, comme ça, là, votre vision de la situation. On peut dire en 2 mots. Pour moi, c'est régalade et frustration. C'est les 2 mots pour moi qui résument cette première partie de saison de Donix cette année. Régalade, pourquoi? Parce que faut dire ce qui est, quand on se lève la nuit, qu'on allume l'ordinateur et qu'on regarde les Knicks, on se régale plus souvent qu'on s'enguiquine, comme on dit, chez nous dans le sud. Donc franchement, n'importe quel match qu'on regarde, c'est plaisant à voir, ça se bat, ça défend, ça attaque plus ou moins bien, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui sort de cette équipe. Quand on la regarde, on prend du plaisir. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je prends beaucoup de plaisir à suivre cette équipe. Et frustration, c'est parce que on est, comme tu l'as dit, Lolo, on est 7e, du coup, avec 22 victoires et 19 défaites. Mais pour moi, on devrait tellement être plus haut avec ces fins de match qu'on n'arrive pas à gérer, ces matchs qu'on lâche en ayant une avance de 20 points, ces matchs qu'on peut même pas qualifier de rationnels, tellement ce qui se passe, c'est fou à chaque fois. La série Chicago et Dallas, je me suis toujours pas remis encore. Aïe. La stat que j'ai vu passer là, cette nuit après la défaite contre Milwaukee, c'est que depuis Thanksgiving, on a perdu 10 matchs. On en a perdu 9 par 7 points ou moins. C'est vraiment c'est affreux. Donc c'est pour ça frustrant, parce qu'on est 7e du coup, mais tu te dis... Limite, on pourrait mieux faire. Voilà, exactement. Quand tu vois le bilan des Cavs à 26-15, je vois
pas vraiment ce qu'on peut leur envier, quoi. C'est ça qui me frustre vraiment un maximum. Alors, on n'a peut-être pas les joueurs, on n'a pas un certain Donovan Mitchell qu'on aurait peut-être bien aimé avoir, enfin du moins certains. Donc ça peut peut-être expliquer aussi, hein, quand t'as un joueur qui met 71 points, bon, on n'a pas ça chez nous. Hein. Au mieux, on a un Julius, au mieux, on a un Jalen Brunson qui fait de très belles choses. C'est pour sa première saison, hein, puis au poste de meneur, c'est pas rien. Ouais, il est trop payé. Ouais, il est trop payé. Ah, là, là. Pardon, il fallait que je le place, pardon. Non, on va pas parler d'argent suite, hein. Je sais que tu as parlé tout à l'heure de négocier avec ta contracture, mais on verra ça plus tard. Non, mais voilà, après la frustration, ouais, on va pas gagner. De toute façon, on n'allait jamais gagner 82 matchs cette saison. C'est sûr qu'on allait lâcher quelques matchs en août. Moi, j'avais tendance à dire en début de saison qu'on avait gagné les matchs qui étaient à notre portée, qu'on devait gagner contre des équipes, et que par contre, quand le niveau s'élevait un petit peu en face, bah là, ouais, on avait peut-être pas forcément les armes pour. Là, on enregistre juste après la défaite contre les Milwaukee Bucks, et effectivement, c'était un match qui était plutôt maîtrisé jusqu'à la fin de match, donc ça fait encore un côté « Ah, mince, ils se sont fait rattraper, ils ont pas su clore le sujet quand il fallait ». Bon, les Bucks, c'est pas non plus la même catégorie d'équipe que les Knicks, hein, faut pas se faire d'illusions non plus, on n'a pas les mêmes objectifs. Non, pas dans la même cour, évidemment. Pas la même qualité de joueur, même s'il y a des blessés à droite à gauche, il y a moins de marge de manœuvre à New York. Nous, il faut que et Jalen Brunson et Julius Randle, voire R.J. Barrett quand il est là, assurent face à une belle production à quasiment 20 ou 30 points au niveau de ces productions individuelles de chacun de ces joueurs pour pouvoir espérer arracher une victoire avec des rotations courtes. Donc voilà, les marges de manœuvre sont faibles, mais l'équipe se bat, donc c'est en ça où c'est plaisant, effectivement. Chaque match, on a envie de se dire, bah, on peut le gagner, on peut le jouer, quoi. Il y a pas eu tellement de blowout cette saison. Il y en aura pour toutes les équipes. Hein. Quand on voit Boston qui va se prendre, je sais plus quoi, 140, 150 points parfois, ça arrive pas qu'aux Knicks. Donc ça rassure. Hein. C'est pas qu'une anomalie Knicks. Mais on aurait pu avoir un bilan avec peut-être 2-3 victoires qu'on a laissé filer, hein, dont celle de Dallas, hein, un match improbable, qui aurait pu basculer de côté win et le bilan aurait été encore meilleur. Donc moi, j'avais en début de saison un objectif de dire faut qu'on soit à l'équilibre, qu'on soit à la lutte pour le play-in, play-off. Bah, on est à cette place-là, on est entre 7 et 7, 6, 8, on navigue à peu près dans ces eaux-là. Il y a des équipes qu'on attendait plus décrocheuses, comme les Pacers, qui décrochent pas. Donc, à voir, ça va être ces matchs-là qu'il va falloir prendre, parce que c'est les concurrents directs. Les autres, le haut du tableau, en principe, c'est pas pour nous, quoi. Donc, si on peut les prendre, tant mieux. Si on peut en accrocher une de temps en temps, c'est bien. Mais faut pas qu'on surréagisse sur des défaites, je pense, face à des grosses écuries de la conférence ou de la conférence d'en face, quoi. Tu sais quand est-ce qu'il remonte le dernier blowout, c'est-à-dire la dernière défaite à plus de 10 points. La dernière défaite à plus de 10 points, c'était la veille du réveillon de Noël, c'était le 23 décembre. On perd 121 contre Dallas. Sinon, après, on a que des mini-défaites, quoi. C'est-à-dire qu'on perd même pas de 10 points. C'est-à-dire qu'on a enchaîné pas mal, donc la série de 8 victoires, puis la série de 4, puis la série de 5 défaites, enfin bref, voilà, tout le monde connaît l'histoire. Ouais. C'est ça. Mais on a une défense qui est revenue. Et moi je suis assez d'accord avec Flo sur la question sur le bilan de c'est sympa mais c'est frustrant. Parce que moi je suis d'accord sur le fait on perd contre des mecs contre qui on devrait perdre. D'accord, ok. Mais c'est le scénario en fait qui nous est proposé. Le scénario c'est qu'on domine, ou en tout cas on va mener au score pendant les 3/4 du match et on s'effondre à la fin. Genre le match de cette nuit par exemple qui est le plus frais dans nos têtes. Ben forcément en fait on se fait assassiner à 3 points. Pourquoi? Parce qu'on leur donne confiance. À la fin on défend moins bien, on défend mal. Il y a les quelques minutes d'Evan qui sont très mal gérés, qui redonnent confiance à leur shooter, et quand t'as un Joe Ingles ou un Grayson Allen, faut pas leur donner la confiance. Mais ça, c'est un peu ce qu'on a vécu sur les derniers matchs. C'est-à-dire que soit en fait on arrive à bien battre, à bien les gagner, ou alors il nous faut un mec de gala, un Jalen Brunson ou un Randle de gala, ou alors on les éclate. Ouais, c'est ça. Ou alors si ça reste, si dans le Money Time on commence à arriver et on commence à se faire bouffer, clairement, le momentum, dès qu'il change de camp, c'est fini, on a perdu. Et ça, en fait, quand hier, il remonte, quelque part, moi, je le regardais. Je regardais le match, je me disais, on va le perdre, ce match. Le match qu'on perd contre Chicago, ben voilà, comme je disais,
tu sais très bien que ils vont faire passe à DeRozan à mi-distance, c'est fini. Que quand on se fait rejoindre par Dallas à la dernière seconde, tu sais que c'est fini. Tu sais que derrière la prolongation, ils vont nous assassiner, c'est ce qui s'est passé. Mais la défense est là. Et par rapport au premier match qu'on a eu, où on pestait contre la défense, on disait mais qu'est-ce qu'ils font, c'est pas possible. Et ben la défense est revenue. Donc d'un côté c'est assez rassurant parce qu'on se dit on fait partie des meilleures défenses de la ligue. Ça, on est revenu, on s'est repositionné là où il faut quoi. Voilà, actuellement, je veux dire au defensive rating on est 10e, donc on fait à nouveau partie des meilleures défenses de la ligue. Mais en plus de ça, maintenant on arrive également à faire mal à des équipes. Je veux dire, on a quand même des belles victoires contre Phoenix, contre Golden State, les récentes. Donc, il y a un axe de progression qui est la défense, dans le moment clutch. Mais sinon, après, franchement, moi, hormis le premier, même pas tiers, le premier quart de la saison qui était horrible. Franchement, après, moi, je trouve ça très bien. Et puis, à l'équilibre, 22-19, j'aurais signé tout de suite au début, quoi. Donc, franchement, là, tous les trois, vous avez apporté des choses que je voulais aussi appuyer et je vais malgré tout insister dessus. Et évidemment, je suis frustré dans le sens où vis-à-vis des opportunités qui se présentent à nous sur les matchs et de la manière dont on prend le contrôle de certaines situations, tu te dis que quand même cette équipe, on a sous le capot malgré tout. Et les scénarios changent. Alors, on peut parler d'une baisse de régime en défense en fin de match, mais moi, il y a ce côté quand même irréel, tu vois. Il y a ce côté où faut qu'il y ait un événement en face qui sorte du quotidien. Un Siakam à 50 points, un Luka Doncic qui va marquer à la seconde pour égaliser, un truc un peu improbable, quoi. Qui bat son record en carrière grâce aux arbitres. Celui-là, par contre, je l'ai à travers la gorge. Ouais, les arbitres ont battu leur record en carrière. Je vais pas parler d'arbitre sur 41 matchs, mais ce match-là, contre Siakam, je l'ai en travers de la gorge. Et là, je m'en remets pas. Quelques décisions scandaleuses. Les 12 000 lancers francs qu'il a eu, oui. Le pire, c'est du momentum. On repasse devant à +1, que Siakam, il est sur ligne de fond là, qui prend son step back tout pourri et qu'on va lui siffler faute dans les pieds, alors que je crois que c'est Brunson, il retombe à 1 mètre là. Celle-là, elle passe pas. Je la digère pas, celle-là. Il y a des coups de sifflet, évidemment, qui laissent perplexe, moi, qui m'ont fait rager énormément. Mais voilà, faut qu'il y a cette part d'irréel comme ça qui fait que les matchs basculent. Mais malgré tout, je prends plaisir, moi, à regarder les Knicks cette saison. C'est vrai qu'il y a des choses qui me disent que tout peut arriver et que malgré les situations, c'est pas, il y a quand même cette volonté de s'accrocher. L'état d'esprit quand même. On s'est fait balloter, on s'est fait critiquer. Franchement, j'ai encore en tête les échanges qu'on avait eus lors du dernier podcast au mois de novembre, où on restait dubitatif vis-à-vis de la situation des Knicks. Mais cette série de 8 victoires d'affilée, c'était... Ah, elle nous a fait beaucoup de bien. Et le pire, et Floris a très bien pointé le sujet quand on parlait de montagne russe. C'est voilà, d'ailleurs tu te retrouves avec une série de défaites, mais tu reprends quand même le dessus. Et c'est là où je veux vous emmener, les gars. Maintenant, on est positionné à cette 7e position. Moi, franchement, je me voyais plus aux alentours de la 9e, 10e place, parce que on évoquait les équipes, les teams qui travaillaient peut-être mal en ce début de saison et qui pouvaient potentiellement repasser devant nous. Voilà, on avait beaucoup parlé des Heat, notamment. On s'était dit que cette équipe-là, forcément, allait nous repasser devant. Atlanta, qui est confronté à pas mal d'irrégularités. Chicago on a l'impression que cette équipe ne clique pas, et pourtant c'était 3 franchises qui en début de saison je mettais potentiellement devant les Knicks en fait, qui étaient en playoff la saison dernière. Donc comme quoi en fait on a l'impression en fait à chaque fois que les saisons se suivent et se ressemblent. Oui, il y a des équipes qui sont dans une dynamique, dans un cycle, qui ont des joueurs en bonne santé, qui vont surfer sur leur dynamique, mais d'autres, et les Knicks en sont le bon exemple aussi, on a fait playoff une année, puis l'année dernière on était 11e quoi. Donc voilà, c'est pas du copier-coller systématique. Il peut se passer énormément de choses dans une saison régulière. C'est un marathon, c'est pas un sprint déjà. 82 matchs, c'est hyper long. Là, il y a eu des blessures sur des équipes concurrentes. Je pense à Chicago où DeRozan a été touché. Il y a les Nets qui se sont bien remis, mais KD qui est sur la touche aussi. On va voir comment ça va réagir. Donc voilà, pour l'instant, côté New York, je ne vais pas dire qu'on est épargné par les blessures.
Bronson a été un peu sur la touche. Là, en ce moment, c'est R.J. Barrett, Obi Toppin qui a mis du temps à revenir. C'est ça. Julius Randle, on touche du bois, il est inusable pour l'instant. Il fait un paquet de minutes, il se prend des critiques en veux-tu en voilà. Il se donne à sa façon sur le terrain, mais il est toujours là, quoi. Je veux dire, il nous fait ses 40 minutes par match et ses 82 matchs par saison quasiment. Donc c'est un rock aussi par rapport à ça, et ça donne aussi quelques certitudes et ça permet de se reposer sur des bases solides quand tu as des joueurs qui sont solides aussi. Et on a retrouvé un ADN défensif en raccourcissant la rotation. En mettant des responsabilités à des jeunes, et des jeunes qui ont des profils qui sont pas là pour briguer par des points, mais par de la défense. Et du coup, on a trouvé un équilibre qu'on n'avait pas en début de saison. Et c'est aussi pour ça que, du coup, on a pu enchaîner des victoires et mener la vie dure à des équipes qui, à la base, peut-être prenaient les Knicks un peu trop facilement, quoi. Donc, ça, plus un Bronson, plus un Randle qui sont à un niveau, pourquoi pas, allons-y, parlons de All-Star, hein, du coup, on se retrouve à avoir, même avec un effectif limité, même pas avoir de méga star ou de all-star, multiple all-star dans l'effectif, on se retrouve à être quand même dans cette course au play-off. On verra jusqu'où ça nous mène, mais Miami c'est mieux armé sur le papier, mais dans les faits, ça clique pas aussi bien, quoi. Atlanta, on nous vendait Mont et Merveille avec l'association des gens de Temeray et Trae Young. Pour l'instant, c'est derrière nous, quoi, et ça assure pas. Bon, Miami, ça a une victoire, hein, derrière nous. C'est pas non plus... Oui, ça reste dense, mais ce que je veux dire, pour des équipes qui ont des objectifs supérieures à celles des Knicks, elles sont en retard par rapport à leurs objectifs. Moi, je vais te dire, moi, je pense que sauf cataclysme, là, maintenant, à ce niveau avancé de la compétition, je pense que la place à play-in est presque... Elle devrait s'assurer. Est presque assurée, dans le sens où, là, maintenant, on va commencer à arriver, justement, après la deadline. Tu vas avoir des équipes qui vont commencer à faire exploser leur roster ou pas. Et puis, surtout, c'est que là, tu en as certains qui vont commencer à se dire, bon, là, maintenant, ça commence à être compliqué pour nous, on commence à être un peu trop lâchés. La draft, comme chaque année, on l'annonce assez fort. Les têtes, quoi. Donc, je pense que ça va commencer à lâcher. Je pense, par exemple, des Washington, tu vois, je pense à des équipes comme ça, tu vois, parce que Washington, c'est encore cette équipe qui est à l'entre-deux. Toronto, non, parce que même si ils sont quand même un peu décrochés, ils ont quand même des gros joueurs, et je pense qu'ils rêvent tous quand même d'un scénario à la Boston de l'année dernière. Donc, Toronto, je pense pas que ça va encore éclater. Mais justement, Washington, tu vois, c'est la 12e place, Toronto, la 11e. Bon, je pense que quand même, on a cette place dans les 10 qui est quasiment assurée. Voilà, sauf cataclysme, c'est-à-dire une grosse blessure, une rafale, un truc comme ça. Mais comment on joue actuellement, cette équipe, elle donne envie d'être aimée, cette équipe. Je veux dire, quand tu vois un Grimes qui se bagarre, hier, c'était lui qui a assuré la défense pendant la première mi-temps, c'est lui qui a assuré. Quand tu vois un IQ qui a éclaté, qui a explosé, là, sur les 10 derniers matchs, le mec qui tourne quasiment à 20 points. Enfin, cette équipe, t'as envie, et puis qui se donne aussi de côté du terrain. Cette équipe, t'as envie de l'aimer, t'as envie vraiment d'adhérer au projet, quoi. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une émulsion qui s'est fait autour de ça, et ils ont pas lâché le coach, comme certains, à un moment donné, ont pu dire, quand tu lâches le coach, tu défends pas. Et eux, ils ont défendu. Et justement, ils ont serré encore plus la vis. Donc, moi, je pense que cette équipe, elle peut encore en surprendre quelques-uns. Je pense que la place dans les 10 est quasiment assurée. Maintenant, on espère tous que ça soit un peu plus haut, quoi. Seb, tu mets le doigt sur un truc, et c'est une question, moi, que j'avais envie de vous poser. Elle sort un peu du chapeau, et c'est suite à nos échanges. C'est, tu vois, sur l'épisode d'avant, on avait mis un petit peu quand on avait déroulé un peu le casting, les personnes qui étaient plus ou moins dans la difficulté, et évidemment, Tom Thibodeau était dans la discussion. Moi, maintenant, au vu des circonstances, j'aimerais vous poser la question à savoir, est-ce que Tom Thibodeau a pu trouver cet équilibre, trouver cette formule qui fait que finalement, d'une situation où on avait beaucoup de questions, on commence quand même à avoir quelques éléments de réponse. Pour moi, le problème, c'est que Tom Thibodeau, en fait, il s'adapte à la situation, mais c'est pas lui qui prend les rênes. Dans le sens où là, t'as eu des blessés, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Juice, il a mis, tu vois, il a sorti Evan parce que ça allait pas, et après il a sorti Reddish, sans pouvoir en discuter. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est toujours dans la réaction et pas dans l'action. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais qu'en fait, bon gré mal gré, il va prendre des décisions. Il a de la chance parce que les joueurs répondent bien, mais j'ai l'impression qu'en fait, il est toujours, tu vois, les fins de match quand elles sont bâclées, c'est aussi une partie de sa faute. C'est une partie de la faute des joueurs, mais c'est aussi une partie de sa faute à lui. Ouais, il a ses responsabilités dans ses rotations. Exactement. Donc, mais je pense qu'il, comme tu le dis, il est respecté par ses joueurs. Bien sûr. C'est un coach qui est pas sexy physiquement, et je veux dire dans le sens, est-ce que c'est un coach
coach qu'on a envie d'aimer. Non, il en renvoie une image de mec bourru qui est campé sur ses positions, qui coach, on va dire, à l'ancienne. C'est ça le plan de rotation, c'est pas autrement. On reste fidèle au plan de jeu. Très bien. Aujourd'hui, c'est pas trop ce qu'on aime parce qu'on aime voir des coachs qui tentent des trucs, que ça marche ou que ça marche pas. Et donc, il a mauvaise presse par rapport à ça. Mais par contre, j'ai l'impression que les joueurs, le respectent. Ça bronche pas, ça critique pas le coach sur les décisions et tout. Même s'il y a des joueurs qui ont été benchés et salement, on en connaît plein, on en connaît 3, dont un Français. Bah voilà, pour l'instant ça fait confiance et puis limite les résultats lui donnent raison. Il a peut-être laissé passer l'orage quand ça chauffait vraiment dur pour lui parce que et les victoires sont revenues. Donc pourquoi est-ce que la franchise là en milieu de saison essaierait de s'en séparer? Non, c'est pas le timing. Il aurait vraiment fallu que les défaites s'enchaînent et que le groupe et les leaders ne fassent plus cohésion avec. Mais même à Brunson, qui a été signé à un bon tarif et qui a été la recrue phare de l'été, on a ramené le papa avant. Si lui avait commencé à avoir des tensions avec le coach, ça aurait pas été très bon. Un peu une histoire Trae Young, Macmillan. Tu dis bon, dans ce cas-là, le choix il est vite fait, on garde le joueur et on se sépare du coach. Et ben non, Brunson il a plutôt été dans le sens du coach en disant le coach il nous met dans les bonnes situations pour qu'on performe. Bon, du discours un peu convenu certes, il est pas obligé de le faire. Si vraiment il y a des tensions, des scissions entre le coaching et les joueurs, tu t'en rajoutes pas quoi. Et non, je pense qu'ils ont fait front et ils sont restés solidaires dans le groupe. Il n'y a pas eu de trade pour le moment. Il y a des joueurs qui sont à l'écart et c'est sûr que c'est pas une situation qui est plaisante pour le groupe au sens large et encore plus pour les premiers concernés. Mais non, le coach il a laissé passer l'orage et puis là maintenant avec un bilan quasi à l'équilibre, une place en play-off qui peut être espérée. Non, c'est pas maintenant qu'on va remettre en cause sa place. Ça se décidera cet été en fonction de comment la saison se termine et est-ce que c'est l'homme de la situation pour aller plus loin quoi. Mais pas là en cours d'exercice. Pour l'instant, on garde le groupe, on fait confiance et on voit jusqu'où il peut aller quoi. Je pense que c'est ça la vision stratégique du front office quoi. Ouais, 2 petites secondes ce qu'a dit Seb. Moi, je suis pas trop d'accord sur le fait que Thibodeau il a réagi. Enfin, il t'a dit qu'il a justement il a pas réagi, il a été par la contrainte. Mais quand on perd le match contre Dallas, la deuxième mi-temps affreuse qu'on perd de plus de 20 ou 22 à domicile avec tout le monde qui siffle, là on était tous d'accord pour dire Thibodeau ça va plus, les joueurs sont en train de lâcher, entre guillemets, est-ce que c'est fini ou pas? Et c'est juste après ce match qu'on lance la série de 8 victoires avec le fameux match contre Cleveland, réunion avec les joueurs et tout ça. Sauf que à ce moment-là, on a l'intégralité du roster. On n'a pas de joueurs blessés et compagnie. McBride, du coup, c'est 100% Tibbs qui le lance de lui-même, alors qu'on a tout le monde dans la rotation. Il le met avant Vavan qui avait sorti. Il le met avant Reddish, et il le met avant Derrick Rose. Donc là vraiment c'est 100%. Ouais, mais là où il réagit, c'est contre OKC. C'est-à-dire que là où il réagit, c'est contre cette défaite qui est intolérable contre OKC où on prend tarif. Après d'ailleurs que tu aies des défaites durant la saison, voilà. Mais là où il réagit parce qu'il a été piqué au vif et que là pour le coup tous les médias sont montés, les supporters sont montés au créneau en disant c'est scandaleux, Thibodeau doit sortir. Et d'ailleurs, même dans les différents insiders, il disait que son siège était chaud. Évidemment, mais on le pensait tous à ce niveau-là. Et donc, si tu veux, là, il a été obligé de réagir. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? C'est après la défaite contre OKC qu'il décide de réduire sa rotation à 9. Et à partir de ce moment-là, donc il a fait confiance à ses gars. Il s'est dit j'y vais, mais j'y vais avec mes gars. J'y vais avec mes gars. Je vais pas avec les uns les autres. Moi, j'y vais avec mes gars. Et bon, pour l'instant, ça lui sourit. Tant mieux. Mais c'est pour ça, en fait, si tu veux, c'est est-ce que par certaines situations, il aurait pris les mêmes décisions, tu vois? Je sais pas. C'est quand même couillu de lancer McBride à ce moment-là où c'est qu'on a lui fallait de la défense. Parce qu'il est pas bête. Et oui, mais bon, est-ce qu'on avait une garantie sur McBride et son niveau? Certes, à chaque fois, il rentrait 2-3 minutes à la fin. Et il avait une grosse réputation de défense extérieure quand même. Mais entre l'avoir la réputation et la tenir pendant 15-20 minutes comme il le fait actuellement, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque à ce niveau-là. Parce que le gamin a répondu présent. Mais de toute façon, je pense qu'on l'a tous ressenti. Il cherchait des solutions, il cherchait ce déclic. Le déclic, il le fait évidemment en prenant des décisions fortes sur la rotation. Et on le sait tous que sa rotation est réduite. À partir du moment où tu disparais de sa rotation, tu sais très bien que tu es condamné. Et le message est clair. Moi, j'aimerais justement revenir sur une situation qui va intéresser
intéresser évidemment tous nos fans francophones, c'est la situation du cas Fournier. Ah, le fameux Van. Voilà, alors je sais pas qui veut se lancer en premier sur le sujet, Normal. mais c'est quelque chose évidemment qui nous pose question. Alors question. C'est normal. Vas-y, je t'en prie. C'est normal. Vas-y. Rien que déjà cet été, on était sûr que c'était Grimes qui allait prendre sa place. Cet été, déjà, on en discutait, on a été sûr que c'était Grimes qui allait prendre sa place. Fournier, il amène du 3 points, c'est chouette, mais il joue pas dans son registre. Et défensivement, c'est cata. Et puis, tu l'as encore vu cette nuit. Et on se disait, comment est-ce que ça va bien pouvoir cliquer entre un Brunson et lui sur la ligne arrière, et qu'il fallait contrebalancer avec un arrière défensif. Donc on savait que Grimes, dès qu'il allait être OP, il allait prendre sa place. Et quand Grimes a été OP, il a pris sa place. Après bon, qu'il soit benché comme ça et qu'il soit mis hors rotation. D'un côté, certains disent ouais, mais il peut jouer. Ouais, mais d'un côté il peut jouer et tout. Mais bon, est-ce que jouer du garbage c'est sympa pour par rapport à lui, à sa carrière? Est-ce que c'est lui rendre ça? Est-ce que c'est respectueux? Je pense pas. Il décide de s'en séparer. Bon là. Il a des blessures, il s'en resserre. Il y a des matchs, il y a du bien, il y a des matchs, il y a du moins bien. Bon, ben voilà. Moi, je pense que quand Tergy revient, Evan est benché à nouveau, et puis voilà. Mais moi, je pense à la franchise, je pense aux Knicks. Là, je pense pas français. Pour le coup, Evan, je trouve ça normal et pour moi, il fait partie des candidats qu'il faut essayer de trouver une solution pour récupérer un asset, voire qu'il fasse partie d'un package. Mais moi, ça me choque pas, et même depuis l'année dernière, déjà, je disais, ça serait bien, et Grimes fait hyper bien le café, quoi. Et Johanny, toi? Oh, Evan Fournier. J'en entends parler à droite, à gauche, et beaucoup en parlent forcément dans l'Hexagone, parce que c'est pas un joueur comme les autres, et encore moins Onyx. Par contre, faut aussi un petit peu écouter, tendre l'oreille pour savoir comment on parle d'Evan Fournier de l'autre côté de l'Atlantique. Et Evan Fournier, clairement, beaucoup de fans américains étaient pour qu'il parte, voilà, ne comprenaient pas son utilisation. Pourquoi est-ce que, ne serait-ce que la saison dernière, il avait autant de temps de jeu? Pourquoi est-ce qu'il était toujours titulaire? Grimes, il a la faveur, il a la faveur de beaucoup de gens. Parce qu'il y a le côté jeune, rafraîchissant, mais il y a aussi le côté, il joue bien, quoi. Le gamin, il joue très bien, et des deux côtés du terrain. Donc voilà, il y a un moment, faut s'en rendre compte. Mais voilà. Evan, si on en retire son passeport français et qu'on essaye de prendre un petit peu de hauteur, il faut se rappeler qu'il a été signé à un tarif plutôt intéressant, que c'était aussi une des recrues phares de l'intersaison, pas de la dernière, mais celle d'avant. Donc c'est compliqué après dans la hiérarchie des contrats des joueurs qui sont installés de faire passer un rookie fin de premier tour par rapport à Evan Fournier que tu as signé 60 millions, je crois, sur 2-3 ans, quoi. Oui, et puis joueur référencé, quoi. Et un joueur qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a fait un bon début au Knicks, faut le dire aussi, mais qui s'est réinventé dans un rôle de shooter, et on savait qu'en termes de défense, c'était moins ça. Il a remplacé un Reggie Bullock, faut s'en rappeler, la saison où on retourne en playoff, où ça se passe très bien, le We Here, le Big 15, tout ça, c'est du Reggie Bullock. Qui était à côté de, comment il s'appelle, Elfrid Payton, voilà, tu vois, sur cette rotation. Donc il l'a remplacé parce qu'il est plus fort offensivement, mais il est moins fort défensivement. Et ça, finalement, on a déséquilibré quelque chose quand on a voulu apporter son renfort. Et malheureusement, voilà, les questions se sont posées. Est-ce qu'on fait encore confiance à Evan sur son statut, sur son expérience? Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter? Vite, cette saison, on s'est rendu compte que non, ça marchait pas, ça cliquait pas. Seb, t'avais fait un article sur le blog de Knicks Nation France que vous pouvez retrouver, où on avait un peu analysé, voilà, par des stats, vraiment de la data, les plus-minus et compagnie, la présence sur ou hors des parquets pour voir un peu qui était utile à l'équipe, quoi. Et malheureusement, tout ça pointait du doigt Evan. Alors c'est pour tirer sur Evan parce qu'on l'aime bien et c'est pas pour faire à charge, mais à un moment c'est la réalité qui a parlé. Ça marchait moins bien avec Evan dans le 5. Donc Tibbs a changé. Fallait pouvoir prendre cette décision. Je pense que aussi c'est des choses qui se discutent avec le front office. Et puis aller remettre un Grimes quand il est en forme, le refaire passer devant, ça veut dire que tu donnes la priorité à la jeunesse, que tu tiens plus compte vraiment des contrats, de l'argent où tu l'as mis, et c'est une décision forte. Et après, c'est compliqué, Evan, de lui trouver un rôle pour qu'il puisse s'épanouir en seconde unit. Parce qu'on a des joueurs qui aiment bien voir le ballon, et Evan, dans un rôle de shooter pur, seul, ça marchait éventuellement à côté de Julius, ça pouvait éventuellement marcher à côté de Jalen Brunson parce qu'ils aiment bien voir le ballon, mais en seconde unit, du coup, si c'est pour mettre 2-3 points et puis faire 5-10 minutes, c'est un rôle très réduit. C'est le rôle qu'il a en ce moment parce qu'il y a des blessés. Il joue pas si mal que ça depuis son retour, donc bravo à lui. Il a su se montrer professionnel et manger son pain noir, attendre son retour.
Mais la situation est compliquée et l'avenir, il va pas se dessiner avec Evan Fournier longtemps en seconde unit, quoi. C'est important ce que tu soulignes au niveau de l'attitude, hein, parce qu'il n'y a pas eu de vague, il n'y a pas eu de, Les pros. il n'y a pas eu de sujet sur les les réseaux, il n'y a pas eu de réaction. Franchement, là-dessus, moi, je tenais quand même à le souligner. Ah oui. Moi, du coup, pour le coup, moi, je veux dire un peu le contraire de tout ce que vous avez dit, parce que moi, je suis pas du tout d'accord sur le cas Evan. Pour moi, le cas Evan, c'est 100% la faute d'Enix et de Thibodeau depuis le Day One qu'il a signé. Et une erreur de casting, peut-être. C'est-à-dire que nous, on a signé Evan Fournier en mode on a signé JJ Redick ou Joe Harris. Sauf que Evan Fournier, non, je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, c'est pas ça. À la base, c'est pas ça. C'est pas un spot-up shooter que tu mets dans le corner, tu dis allez, tu prends 10 tri par match et t'en mets 5, c'est très bien. Comme t'as dit Joanie, on essaye de remplacer Reggie Bullock par Vavan. Vavan, il défend moins bien, il attaque mieux, sauf que le problème de l'attaque, c'est qu'on lui donne pas les ballons. Donc on peut pas juger Evan Fournier au Knicks sur son T'as passage. 3 mecs devant. Ben oui, mais C'est pas à lui ce ton moment-là, fer de lance. pourquoi on met 20 millions sur Evan? Oui, mais à ce moment-là, pourquoi on le fait venir? Si on le fait venir pour mettre un spot-up shooter, ça Là, tu prêches un convaincu. Moi, j'ai toujours dit que le travail de Léon Rose est à pointer du doigt parce que Léon Rose, pour moi, on en fait des caisses, mais pour moi, il fait beaucoup de choses en dépit de ce que veut le coaching staff. Il a des opportunités, il les fait, il réfléchit pas derrière à comme est-ce que ces mecs-là vont jouer. Cam Reddish, le coach n'en veut pas. On le fait venir. On te fait venir un mec, voilà, comme Evan, en sachant que ça ne rentre pas dans la philosophie de Thibodeau. Et tu vas pas demander à un coach qui a plus de 30 ans de carrière, comme je le dis, c'est le papy que tu as à la maison, tu vois, c'est ta papy, et tu lui expliques que la vie d'aujourd'hui, il va te dire, ouais, mais c'est de la merde, nous, à notre époque, c'était comme ça. Et ben là, c'est pareil. Hills, lui, c'est pas un jeune coach, tu vois, c'est pas le mec de Boston, ou c'est pas un mec qui va s'adapter. C'est un type qui a des préceptes, il a des idées. Juste là où j'ai mis des réserves, quand même, Seb, sur le sujet du recrutement de Fournier, c'est que Thibodeau a quand même été consulté. Thibodeau a donné son avis sur Evan Fournier. Je pense qu'il a quand même il était favorable à sa signature. Je sais pas. Pour moi, après, On l'appelle. on va activons les sources. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, la situation de Thibodeau au moment où Fournier arrive n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. On n'est pas dans cette difficulté-là, en fait. Lorsqu'ils le disent, ils ont besoin d'attaque. On sort de playoff où Julius a des problèmes, on te fait venir Kemba et Evan. Et ça n'a pas marché. Et là, il revient à ses fondamentaux. Rappelle-toi, quand on recrute Evan, il sort de JO phénoménal avec la France, où c'est qu'il est le ball handler numéro 1. Donc je suis d'accord que tu me dis, on a 3 mecs devant qui ont le ballon avant. Mais ça, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais comment t'expliques que Evan, il n'est pas une ou deux situations par carton où c'est que c'est lui qui a la balle à main, qui pose un pick and roll. Parce que Thibodeau, il ne fait pas confiance. Tout ça. Eh oui, ben voilà. Donc, c'est ce que je dis. Parce que c'est simple, on juge Evan que sur sa défense. Eh ben, bien sûr, c'est pas son point fort, il est exposé que sur ça. Mais jugeons-le sur son point fort, c'est-à-dire donnons-lui les ballons, faisons faire du Evan. Et si là, il réussit pas, ok, merci, au revoir. On n'a pas besoin qu'Evan ait le ballon. On a déjà Brunson parce que là, cette année, on a déjà Brunson qui a le ballon, RJ qui a le ballon, Julius qui a le ballon et IQ en sortant du banc qui a le ballon. Il n'a pas besoin d'avoir le ballon. Lui. Mais attention, il y a un point aussi. Il y a un point qui a souligné, c'est que la situation d'Evan l'année dernière, c'est pas la situation de cette année. Cette année, autant il a 3 gars devant lui, Bronson, Barrett, Randle. L'année dernière, il n'y en avait que 2 en fait devant lui. Il avait même qu'un parce que l'année dernière, c'était le mauvais Julius. Il avait le mauvais Julius et le bon RJ sur la fin, mais autrement, il était, on va dire, la 3e option. Voilà, donc comment expliquer que l'an dernier, il est 0 situation de pick and roll? 0. C'était même pas 1 ou 2 par match. J'en demandais pas 10. Comment on peut expliquer qu'un gars comme Vavan, qu'on recrute pour ça, pour son ball handling, pour sa vision du jeu, parce que... Est-ce que tu crois que cette saison, ils disent à Grimes, tiens, des fois... quand t'as le ballon, vas-y, fonce. Grimes, je pense que des fois, que quand il se sent bien, que quand il sent qu'il a le truc, il y va, tu vois, il pénètre, il hésite pas à y aller, tu vois. Oui, mais c'est 2 styles de jeu différents. Evan et Grimes, franchement, au niveau offensif, ce sont des mecs qui maîtrisent bien le ballon. Il y a le côté slasher, sur les deux. Et ouais. Moi, je suis pas d'accord. En fait, j'imagine que c'est ça, Flo, que tu voulais mettre en avant. C'est le fait qu'il n'ait pas cette part de créativité qu'il a pu avoir dans les équipes. Qui est son point fort. Quand on le rejoue avec la France, rappelez-vous de l'Euro. Avant même de parler des jours, rappelez-vous de l'Euro. Enfin, Evan, c'est un ball handler qui est phénoménal, qui est très très fort, qui est très sous-coté aux États-Unis parce qu'ils viennent de France, on le critique et compagnie. Mais moi, je suis pas d'accord. Ouais, mais tu nous parles du basket FIBA. Regarde son parcours à Boston.
Il est plein flamboyant, il le garde Mais non, pas. mais, oui, mais Il part à Boston pour deux seconds tours. oui. Il part à Boston pour 2 seconds tours, alors que c'était un mec Les valable six- à Orlando. Les 6 mois qu'il fait, où Boston est cataclysmique, ils sont sweepés par les Nets. On peut pas parler de la situation de Boston et de Van là. Et il fait partie des 2 meilleurs joueurs d'Orlando et il le largue pour 2 seconds tours. Ouais, après, c'était la situation contractuelle aussi qui faisait. Oui, mais il est pas parti pour très cher, ça c'est sûr. Et Boston n'a pas vraiment fait le nécessaire pour le garder non plus. C'est qu'il y croyait. Entre le basket Il- FIBA, ou que quand Ouais. tu portes le maillot français ou le maillot d'une autre équipe nationale, les mecs se transentent. Regarde un petit peu les frères Hernan Gomez. Ils ont été monstrueux durant l'Euro et maintenant ils font plus que dalle, tu vois. Surtout en finale. Bon, ouais, en tout cas, il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que ce soir, Evan, il a eu son ton de jeu, hein, pour le coup. Mais par contre, est-ce qu'on peut dire que dans cette rotation courte et faite en fonction des circonstances, IQ est l'un des grands vainqueurs de ce Méliméo? Complètement. Sans jeu de mots, Flo, ça là été facile pour toi. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai enchaîné de suite. Mehdi Melo, ça pourrait traduire la carrière de Melo pour le coup. Oh, Pardon, excuse-moi, pardon. Les gars sur IQ, donc IQ titularisé, qu'est-ce que vous en pensez des performances de IQ sur lequel on était un peu sur la réserve en novembre dernier, lors du dernier podcast. On se posait pas mal de questions sur la manière dont il optimisait ses minutes. Il sentait la volonté, mais il y avait un petit peu de mauvais choix qui étaient réalisés de sa part. Et voilà, je voudrais avoir un petit peu votre vision sur le potentiel vainqueur de la situation. Un petit peu de mauvais choix, ouais. Un petit peu de mauvais choix, t'étais gentil, Lolo, parce qu'à l'époque, IQ, là, quand tu parles le moment, il gardait le ballon 20 secondes, il lançait brique sur brique, c'était à arracher les derniers cheveux de Tibbs sur sa tête. Et là, vraiment, c'était affreux. Et là, maintenant, on a retrouvé l'IQ qu'on aime, quoi. Celui qui se donne en def, parce que c'est un défenseur très sous-côté. Tout le monde dit, avec sa taille et tout ça, mais c'est vraiment un très bon défenseur. Ouais, Totalement d'accord. Je te rejoins là-dessus, ouais. Donc ça vraiment c'est un très bon défenseur quand il est aligné avec Duss et Grimes, les trois ensemble, vraiment on a une ligne extérieure très très dure à passer et si on a Mitch en second rideau c'est magnifique. Donc moi vraiment IQ j'adore et là ce qui va nous faire extrêmement du bien c'est quand il va retourner sur le banc avec RJ qui va revenir, on aura enfin de l'apport sur le banc parce que là il apporte en tant que starter mais dès qu'on sort un petit peu, sachant qu'on a une rotation courte, c'est ce qui nous manque, des points venus du banc. Et donc là, si IQ reste dans cette mentalité-là, de attaquer, de passer au bon moment, de défendre, s'il reste dans sa tête comme un titulaire, mais en jouant ça 6e homme, ça va être phénoménal pour nous. Là, c'est ce qui peut vraiment faire le déclic positif pour cette deuxième partie de saison. Parce que même quand il n'était pas titulaire, il avait un temps de jeu assez conséquent. Hein. Il a toujours eu les faveurs du coach. Même s'il retourne en tant que 6e homme officiel, il aura ses minutes et il faut qu'il garde cette attitude et son jeu quoi. IQ sur les 10 derniers matchs c'est quand même 20 points, il perd un ballon par match, c'est que dalle. Pour 4 passes, le mec il shoot quasiment à 40% à 3, quasiment à 50%. C'est bon et voilà, après il joue 36 minutes, mais sur les 10 derniers matchs, sur les 11 derniers matchs, il en joue 8 titulaires et le mec il a des stats de folie. Donc il est sur la lignée de l'IQ de fin de saison dernière. Vous vous rappelez là quand lui et Obi étaient en feu là, on jouait plus rien, mais il faisait triple-double, il en avait fait 2 ou 3. Enfin, mais IQ quand il est comme ça, quand il est en forme, et puis je le retrouve même dans les drives, ce qu'il faisait plus trop en début de saison. Ces petits drives, ces petits flotteurs. Il faisait plus un flotteur. Ouais. Il en faisait plus un. Son point fort numéro 1, le flotteur, on ne le voyait plus. Et là, on le retrouve. Et c'est ça. C'est le baromètre IQ, j'ai l'impression. Le flotteur, c'est son baromètre. Pour moi, je restais persuadé, et ça me donne raison en fait sur la manière dont je voyais les choses depuis les dernières analyses. C'est que mentalement, il a su trouver quand même une certaine certitude. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'il forçait pas mal de choses. J'ai eu le sentiment qu'il se mettait un poids supplémentaire, alors que ce qui a fait vraiment la différence, c'est cette vague de fraîcheur qu'il a apporté, son culot, son flotteur, son geste, exactement. Et quand il a porté ça depuis le banc avec un D-Rose derrière pour vraiment cadrer un peu les choses, tu vois, je ne sentais plus en fait ce IQ comme ça
durant ce début de saison. Il s'est cherché, je pense, en début de saison parce que Oui. est-ce que tu joues meneur, est-ce que tu joues arrière. Donc il y avait le côté je joue pour les autres où je dois scorer. Quand t'es en sortie de banc, t'existes surtout par ton scoring, quoi. Donc voilà, il était peut-être un peu le cul entre deux chaises sur le début de saison. Quand il y a eu des absences, bah il a pas eu de problème lui à prendre les rênes dans le 5 de départ. Donc à voir si quand il va revenir sur le banc, parce que voilà, RJ Barrett il va revenir sur son poste de titulaire. Ouais, il le sait, mais est-ce que ça va lui convenir? Je pense pas que pour le moment il est d'inspiration à faire autre chose, mais il va aussi arriver en fin de contrat, lui, en fin de contrat rookie. Et est-ce qu'il n'a pas des envies d'exploser ailleurs? Il y a des joueurs comme des Terry Rozier, j'en oublie d'autres, mais qui ont du coup été cantonnés au début de leur carrière NBA plutôt sur de la seconde unit, et puis qui se sont dit, bah regardez ce que je sais faire moi quand je suis titulaire, je peux jouer sur plein de domaines, donnez-moi des responsabilités, voilà, d'une équipe jeune qui a un peu d'argent et qui a de la place dans son roster. Donc il y aura des décisions à prendre sur IQ. Enfin, j'ai envie de le garder parce qu'effectivement il apporte quelque chose et dans différents domaines, et il peut basculer starter s'il y a besoin. Il a une fraîcheur, c'est un joueur qui est une menace offensive dans plein de secteurs, donc c'est difficile de défendre sur IQ et puis de laisser libre d'autres joueurs, donc c'est une menace intéressante. On a besoin de son apport en sortie de banc parce que depuis qu'il y a eu les blessures et qu'il y a eu les rotations raccourcies, bah la seconde unit elle est moins productive. C'est ça le problème, c'est ça qui. Ouais. Tu parlais de Terry Rozier, mais moi je pense quand même qu'il a plus de cerveau, il a plus QI, hein, pour le coup, c'est le cas de le dire, IQ. que celui que tu viens de citer. Et mine de rien, dans une rotation à 9, la seconde unit, elle est vraiment très mixée avec la first, quoi. Donc au final, l'un dans l'autre. T'as ton temps de jeu, bon. Ah oui, parce que là, même avec RJ, il va jouer 30 Bah oui, minutes. si t'es 6e homme avec 30 minutes, Oui. tu sais que, et puis peut-être que même, alors peut-être pas les fins de match, mais je pense qu'il y aura certaines fins de match même qui joueraient. Et donc moi je pense que si t'es 6e homme dans cet effectif-là des Knicks, t'es un titulaire bis, quoi, entre guillemets. Donc moi je suis partisan aussi de le Moi je conserver. suis tout cœur pour qu'on Ah garde. oui, moi La manière dont il est utilisé depuis le début de sa carrière. il y a plus de maturité dans son jeu. Ouais. Ah bah. Donc, Comme quoi, on serait peut-être en train de développer des jeunes Onyx. C'est fou de dire ça. tu vois, hein. t'as quelle perche, Giovanni, et tu l'as bien saisi au vol. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Ah, mais on lit tellement de choses. Non, mais vous savez pas drafter. Mais vous développez pas de jeunes. Thibodeau, il sait pas développer les jeunes. Bah, je sais pas. On a qu'à regarder l'effectif. Les mecs qui jouent en ce moment, il y en a pas un plus de 30 piges, quoi. Éventuellement Evan quand il est revenu. T'as même eu un 5 que fait de mecs formés au Knicks qui a joué récemment avec Deuce, IQ, Skims. Et pas des mecs du haut de la draft. Hein. Pas des mecs du haut de la draft. Et tu ramènes ça à la moyenne d'âge globale de l'équipe qui doit tourner autour des 26 piges. Voilà, tu vois. Donc. IQ c'est aussi un des éléments qui fait que les Knicks sont en bonne forme en ce moment, parce qu'il a su prendre le relais des absences, il a su épauler Julius quand il n'y avait pas Bronson, voilà, donc non, il donne satisfaction, et quand il y avait quelques rumeurs un peu farfelues, oui, on peut le trade contre un tour de draft, non, pourquoi faire, gardons-le, on le développe, il donne satisfaction, il connaît la maison, s'il a pas d'aspiration à des gros contrats et plus de temps de jeu ailleurs, reste chez nous, t'es très bien à New York. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a de plus kiffant que IQ qui met 2 trios au Madison et tout le public qui se lève? Franchement, je pense que ça, c'est... Il a la gueule de 6e homme de l'année, tu vois, à la Clarkson ou un truc comme ça, tu vois, il a... Ouais, il est peut-être un peu jeune, on verra si ça arrive, mais il a ce côté un petit peu rafraîchissant en sortie de banc, et puis il le porte sur lui en plus, tu vois, il a l'air cool, fun, souriant, avec son style, voilà, tu vois, c'est... Ah oui. C'est très plaisant, très plaisant. Moi, il y a un truc alors qui est peut-être un peu moins reluisant, mais je suis obligé de poser la question, et celle-ci, elle est pour toi, Jo. On parlait d'Eric Rose dans le podcast, load management, ok, j'entends, les jours passent, les matchs passent. La gestion d'Eric Rose pose question. Il y avait eu cette sortie aussi un peu bizarre de presse, oui, un peu lunaire, où il s'interrogeait un peu sur son rôle actuel au niveau des Knicks, alors que pour tout le monde et la fanbase, elle semblait pourtant fluide. La complicité avec le coach disait évidemment que les gars sont en mesure de pouvoir continuer à collaborer ensemble. Voilà, maintenant on se retrouve en janvier 2023. Joanie, je sais pas comment tu vis le truc, toi, comment tu vois le truc en fait? Alors, j'ai eu d'Eric hier. Comment tu le vis? Est-ce que tu le vis bien?
Moi, je le vis bien pour Derrick Rose. Hein. Quand tu regardes son salaire, moi, je pense qu'il peut. Est-ce que tu l'as appelé en lui disant qu'on est encore ensemble, tu vois? Y a pas On de est sujet. ensemble. Tu lui as envoyé des fleurs ou pas? Non, mais. Non. des roses. Voilà, très jeu de mots. Qu'est-ce que je disais? Ouais, non, Derrick Rose, il a eu une déclaration un petit peu bizarre en début de saison, il comprenait pas son rôle, et puis après, il a vite contrebalancé en disant non, mais moi je suis content d'être là, j'ai envie de rester là, tant que l'équipe gagne, ça me va. Donc bon, avec Derrick Rose, on sait jamais trop sur quel pied danser, parce que en termes de communication, il est un peu particulier, le garçon. Ses belles années sont clairement derrière lui. Il y a eu un choix fort du coaching staff et de Thibodeau, hein. On sait que Derrick Rose, c'était son gars et depuis longtemps. Il l'a mis en DNP pendant un moment. L'autre, il a pas bronché, il a attendu que ça revienne, et quand il y a eu un match à Chicago, il a pu rejouer, il a pu revenir un petit peu dans la rotation. Bon, depuis, il s'est reblessé en genou, on sait pas trop. C'est le souci avec Derrick Rose. On sait que de toute façon, même quand on compte sur lui, on peut pas faire des saisons complètes avec. Là, la priorité est donnée aux jeunes. Bah, très bien. Lui, il est là en tant que bon vétéran. Moi, ce qui m'a toujours gêné avec Derrick Rose, c'est quand on l'a signé, j'ai trouvé qu'on l'avait signé un peu cher. Hein. 15 millions la saison. Voilà. Ça prend de la place pour pas grand-chose, entre guillemets, par rapport à l'apport. Et puis, il a pas été si bon que ça non plus sur le terrain cette saison. Toujours en sortie de banc, mais ça, c'est son rôle. C'est son rôle depuis un moment. Hein, donc, et il a été... il a croqué. Il a moins peut-être cette rapidité qui est normale avec l'âge et puis les blessures et tout ça. On connaît son histoire. Mais du coup, il se cherche aussi, je pense, dans ce rôle. Avant, il était vraiment le 6e homme. Maintenant, le 6e homme, c'est plutôt IQ. Même s'il est titulaire, hein, on a compris qu'il allait revenir plutôt dans la seconde unité et ça sera son rôle. Donc, il a aidé, je pense, à grandir IQ. Mais est-ce qu'il accepte son rôle? Ça a l'air. Et est-ce qu'il fera partie des gens qui risquent de partir, des joueurs qui risquent de partir à la deadline? Je pense pas. Je pense pas, même si son contrat pèse dans les finances, finalement, reste dans l'équipe parce qu'un vétéran, c'est toujours utile. Parce que s'il y a des blessures, tu peux peut-être filer un coup de main. L'expérience des playoffs, tu la connais. Donc je pense qu'il peut être de bonne utilité, même s'il joue peu, s'il joue par parcimonie, s'il joue en relais de Brunson quand il faut peut-être un peu le ménager, parce que lui on le sollicite beaucoup. Donc je suis pas le plus grand fan de Derrick Rose dans son utilisation parce que son contrat me pose problème, mais on arrive doucement mais sûrement vers la fin de son contrat. Je crois qu'il reste une saison derrière en team option. Oui. Donc on verra si l'histoire s'arrête à la fin de la saison, mais je pense que malgré tout les Knicks vont le garder à l'issue de la deadline, tout comme Evan Fournier, mais pour un autre registre. Mais Derrick Rose, Derrick Rose, il a toujours une cote de sympathie parce qu'il a une belle fanbase. Dans les votes du All-Star, les votes what the fuck. C'est incroyable. Ça m'a un peu fait tomber de ma chaise à ce moment-là, mais il a une belle fanbase, mais la fanbase, elle vit un petit peu dans la nostalgie. On se rappelle du Derrick Rose qui a été flamboyant, mais c'est plus le Derrick Rose de 2022 et encore moins le Derrick Rose de 2023. Donc s'il accepte son rôle de vétéran, un peu à la Taj Gibson, ce que nous faisait Taj Gibson avant. Avec plus de temps de jeu, Taj Gibson pour le coup. Il avait plus de temps de jeu, il n'a pas eu le niveau que Derrick Rose en termes de prime, mais voilà, faut que D-Rose se fasse une raison. Voilà, continue de profiter de l'aventure, continue de profiter d'être avec tonton Tibbs. Si l'équipe gagne, tout le monde gagne au final. Et puis t'auras peut-être tes moments où tu pourras jouer, où tu pourras retrouver quelques sensations. Mais voilà, ça sera plus par parcimonie. Et après, s'il veut vraiment partir, il y a peut-être des équipes qui seront intéressées par son profil, mais ça sera de toute façon un profil de backup. Il y a pas d'intérêt à le trader, comme tu dis. Là, il est en team option à la fin de l'année, donc à la fin de la saison. Donc bon, tu récupères 15 millions dans tes finances. Il a un rôle d'encadrant, auprès de Deuce actuellement, auprès de Grimes, comme il l'a fait au tout début avec IQ et Obi quand il était rookie. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, dans le giron Knicks, il y est bien. Qu'est-ce qu'il irait faire dans une autre équipe? Pareil, je pense qu'il aurait un rôle de 8e, 9e homme. Dans une équipe contender, je parle là. Il y avait Dallas à un moment donné qui disait être un peu Dallas, ils ont intéressé. fait le coup Kemba, ils l'ont coupé. C'est pas Derrick Rose qui va se positionner en tant que Superman et de sauveur de Dallas, tu vois. C'est pas auprès de lui qu'il faut entourer Doncic. Bref, ça c'est le problème de Dallas. Mais moi je pense que Derrick Rose, il va rester. En effet, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas de tradé. Il va rester. À la fin de la saison, on lui fait un gros bisou, on lui dit merci beaucoup, merci pour tout ce que t'as donné. Et puis écoute. Et puis il va finir ta carrière à Chicago. Et puis l'histoire elle est belle. Et vu que Chicago va exploser, ils auront besoin d'encadrant.
Justement, là, Seb, tu amorces la petite transition. Là, on commence à s'épancher sur les mouvements potentiels. Les gars, en l'état, on a vu la situation de Cam Reddish. Moi, c'est le premier joueur qui me vient à l'esprit. Vous, comment vous voyez un peu les marges potentielles de manœuvre que pourrait avoir le staff Indenix à l'amorce justement de ces mouvements, les gars? Pour moi, il y a un joueur qu'on ne parle jamais, et même dans la sphère NBA, qui s'est fait complètement oublier. Je sais pas pourquoi, j'ai pas tout le monde suivi. Mais moi, je comprends pas pourquoi on n'essaye pas à tout prix d'aller chercher Jay Crowder. Là, vraiment, pour moi, c'est le joueur. Comme quoi, des joueurs qui sont en DNP, il n'y a pas qu'à dire. Voilà. Donc, après, je sais que j'ai lu là récemment que beaucoup d'équipes étaient dessus et que Phoenix demandait un gros prix. Mais suivant ce qu'ils demandent, on peut le tenter parce que Jay Crowder, il serait tellement parfait pour nous. Vraiment, là, si on peut mettre du Vavan, du Reddish, des joueurs indispensables qu'on n'utilise plus pour essayer de récupérer Jay Crowder, pour moi, il faut foncer. C'est ma cible de cette trade deadline, même si, faut être réaliste, je pense pas que ça puisse se faire. J'entends le truc, évidemment, mais après, du coup, en termes de marge de manœuvre, toi, qu'est-ce que tu serais prêt, en vue de la situation, qu'est-ce qui serait envisageable de pouvoir laisser partir, sacrifier, monnaie d'échange, tous les termes que vous voulez, les gars. Moi, ma monnaie d'échange numéro 1, même si je pense que sa cote est au plus bas, on l'a pas encore évoqué dans ce podcast, il s'appelle Isaiah Hartenstein. Moi, il est disponible quand vous voulez, pour ce que vous voulez, contre qui vous voulez, je vous le donne. Contre un donut. Je vous l'envoie. Voilà, même contre un donut, c'est parfait. Même je le prends. Moi, je pense que Obi fait partie des candidats au départ. Parce que Obi, faut capitaliser clairement. Il aura jamais sa place au Knicks. C'est un mec qu'on a drafté en pensant, et ça même, pas Fred Katz, mais Yann Begley le disait, lorsqu'ils l'ont drafté, en fait, c'était pour en succession de Randle. Sauf qu'il pensait pas que Randle allait devenir le Randle. Et le souci, c'est que maintenant, en fait, il est complètement barré. Alors peut-être Julius Double All-Star. Donc, il faut capitaliser sur encore son attractivité dans le marché. Et Obi, c'est un mec qui joue. Bon là, il a été blessé. On a gagné sans lui. C'est un mec qui pour moi, un peu trop unidimensionnel. Tant qu'il a une certaine cote, il faut en profiter. Donc moi, je pense que s'il y a un package possible autour d'un Obi Cam, je miserais. Il faut lui chercher un 4, un vrai 4, un 4 vétéran. Un 4 qui va jouer, voilà, c'est 15 minutes, mais qui va faire ce qu'on lui demande. Voilà, Crowder. Ouais, Jay Crowder, c'est un 3-4, hein. Il peut avoir ce rôle en sortie. Obi, au même titre que je suis demain dans le bureau de Leon Rose, je lui souffle à l'oreille que les personnes qui peuvent partir sont Hartenstein, Cam Reddish, Evan Fournier, D-Rose et Obi. Je pense qu'il faut essayer de bricoler autour de ces 5 mecs-là, 5 mecs, dont 3 mecs hors rotation. On a des assets en veux-tu en vouloir. Alors, ouais, nos tours de draft sont claqués, hein, pour la plupart. Ce qu'on a récupéré des dumps de Burks et Noël c'est pas grave. Mais je pense qu'on a matière à bricoler, on a matière à récupérer des trucs. Il faut essayer. Alors, je pense que je sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'on va être calme à cette deadline, mais que beaucoup de choses vont être réglées. Beaucoup de choses vont sûrement être réglées en bien ou en mal, hein, mais cet été. Et là où je te rejoins, et c'est pour ça que je suis assez prudent sur l'évocation des potentiels mouvements, c'est que, et c'est ce qu'on s'était dit aussi la dernière fois, c'est que je dis pas que ça sent la dernière danse, mais ça sent la saison où tout va se décider pour Tom Thibodeau. Oui. Et, forcément. Et en fait, et avec ses idées et le roster avec lequel il décide d'avancer. Et je pense que s'il y a potentiel par évolution, mais si on tape vraiment dans la fourmilière, pour moi, ça se fera plus l'été. Et en se remettant en cause sur le coaching staff, en fait. J'étais dans le bureau de Léon ce matin, là, et c'est le discours qui t'a tenu. Ah, mais il me disait que... Non, blague à part. Non, mais effectivement, il faut pas s'attendre à une révolution sur la trade deadline. Au mieux, on arrive un peu à renforcer avec un vétéran, en expurgeant quelques contrats. Tout à l'heure, Seb, tu disais, bon, tu énumérais la liste de joueurs. Bon, je pense que beaucoup ont soufflé ce genre de nom à Léon. Il y a un truc aussi qui est à avoir en tête, c'est qu'il y a pas mal de ces joueurs, Hartenstein, Obi, qui sont clients CAA. Et CIE, c'est la fameuse agence de Léon, nanana. La fameuse CIE Mafia. Donc, à voir. Ça serait vraiment aussi très fort symboliquement de voir un de ces joueurs partir à la deadline. Par contre, le Cam Reddish, il n'est pas CIE. Le Cam Reddish, il est chez Clutchport, il est chez LeBron et Rich Paul, là.
Donc, pourquoi est-ce que le mec il est benché, qu'il a la capuche, qu'il est venu, qu'il est reparti, machin, enfin, bon, moi je pense, s'il y a une pièce à mettre sur un qui peut bouger, je pense plus à Cam Reddish, peut-être contre un tour de draft, ou je sais pas quoi, de la petite monnaie, parce que, pour essayer de récupérer un peu notre mise, tu vois, mais... Bon, c'est pas pour renforcer l'équipe. De toute façon, c'est un joueur qui est en DNP. On joue pas avec. Si on récupère un autre joueur, c'est pourquoi faire un starter? Je pense pas. Un joueur de rotation. Dans ce cas-là, on aurait besoin sur plutôt les ailes ou un poste 4. Mais poste 4, on a ce fameux Obi Toppin. Est-ce que Obi Toppin, il peut, lui, continuer de se développer à base de 10, 12, 15 minutes derrière Julius? C'est compliqué. C'est compliqué. Surtout si on parle d'Obi, du coup, il faut parler de son utilisation. On a parlé de Vavan tout à l'heure. C'est ça. Pour moi, voilà. Obi, c'est le deuxième cas auquel je suis contre Thibodeau sur ça, c'est l'utilisation d'Obi Toppin, on ne se rend pas compte. J'avais la stat avant sa blessure, vous vous rendez compte, 62% de ses tirs qu'il a pris sont des 3 points. Ouais, il a montré une belle réussite à 3 points. Oui, mais bon, on ne peut pas utiliser Obi Toppin comme un Brook Lopez avec un pick and pop. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il a aucun jeu au poste. Tu le vois quand il poste. Il sait pas poster. Il n'y arrive pas. Il a aucun fait. Moi, au début, quand on me l'a vendu, on m'a dit Amare Stoudemire 2.0. Lol, quoi. Lol. Et enfin, il est où, le mec? Enfin, pour moi, Obi Toppin, offensivement, ouais, il claque du gros dunk, c'est sympa. Il gratte du gros alley-oop. Ok, on rigole. Mais offensivement, moi, je le trouve assez pauvre, quand même. Enfin, il arrive pas à poster un mec. C'est compliqué, quoi. Surtout quand t'es 4. Ça c'était avant. Avant sa blessure, on voyait qu'il y avait de l'amélioration, surtout au poste. Au poste, là, t'es sévère parce qu'à la fin, on voyait qu'il faisait ses petits moves, mais il mettait même des petits flotteurs et tout. Moi, je comprends pas qu'on l'utilise pas en pick and roll classique. Voilà, c'est ça, je comprends pas. Et d'ailleurs, ce qu'il en bâtit, c'est le fait que Derrick Rose ne joue plus parce que sa relation, comme on l'a vu l'année dernière avec Derrick Rose, il l'avait pas. Oui, il y avait une bonne complicité. Exactement. Je suis d'accord avec ça. Une bonne complicité. Et puis, IQ l'a régalé plein de fois. Hein. Oui, mais bien sûr, il l'avait avec IQ, mais le pick and roll, le Rose Toppin, c'était quelque chose l'année dernière. Et du coup, là, forcément, on le voit plus. Mais moi, je comprends pas qu'on insiste à laisser Obi à tirer à 3 points, tirer. Donc, certes, il a progressé, il la met, mais c'est pas son jeu. C'est pas ça qu'on lui demande et c'est pas ça qu'on attend de lui. Enfin, si, visiblement. Voilà, visiblement c'est ce qu'on lui demande. Première, ça serait bien qu'il aille se développer dans l'Indiana par exemple. Je suis d'accord, mais moi c'est un crève-cœur parce que moi Obi c'est. Oui. Est-ce que c'est autour de lui que tu bâtis une équipe, tu vois? Franchement. Bien sûr que non, mais des joueurs kiffants il en faut. En ayant conscience du rôle qui est certes limité, mais c'est plus dans une optique de role player que je voyais Obi Toppin. Il nous en faut des role players, c'est important. Et quand il était pas là, il nous a manqué. Hein. Évidemment. Quand il était pas là, il nous a manqué parce que la paire Hartenstein-Sims, moi je pourtant, suis. C'est beau, pourtant, Hartenstein-Sims, c'est magnifique, pourtant. Je veux dire, les deux ont des mecs qui sont carrés, ça prend pas un shoot, c'est chouette, quoi, c'est pas spectaculaire. Jericho, on a envie d'en voir plus et voilà, il montre de belles choses, mais l'association des deux, ça ne marche pas en fait. Donc en ça, Toppin, il a manqué parce que on l'a dit, rotation courte, Julius est exténué à chaque fin de match, donc il aurait besoin de souffler et Obi aurait normalement eu vocation à prendre un peu de ses minutes, quitte à être associé de temps en temps avec Julius sur quelques aussi, séquences. on l'a vu, il a manqué, c'est dommage, on a gagné quand il n'était pas là, et maintenant il va falloir réintégrer dans la rotation, et on se pose toujours ces questions de c'est quoi l'avenir d'Obi Toppin? Est-ce qu'il y a vraiment un avenir à New York? Donc comme tu le disais, est-ce que c'est une pièce qui peut être valuable? On peut peut-être l'échanger, elle peut intéresser des équipes. Indiana, moi je verrais vraiment le fit parfait là-bas avec un Haliburton qui se régalerait avec. Est-ce que pour autant Obi Toppin c'est un starter indiscutable en NBA? Je ne crois pas. Moi non plus. Je ne crois pas. J'attends de voir. Peut-être pas une équipe qui joue le titre, ça c'est certain, mais une équipe qui vise du play-in, play-off. À Indiana, ils rentreraient dans le projet nouveau, on va dire. Ça pourrait être intéressant. Pour eux, après, qu'est-ce qu'on récupérait en face? À voir. Mais voilà, du coup, il y a question. Et ça reste le premier joueur drafté par Léon Rose. Donc, s'il s'en sépare, c'est vraiment un aveu de... oui, je sais reconnaître mais des erreurs. Parce que si tu re-signes IQ, c'est que tu montres que, ok, d'accord, t'as Julius Magic là qui s'est révélé, t'as Larry Julius qui s'est révélé, mais en contrepartie t'as gardé IQ parce que IQ lui par contre il avait personne sur son poste et il est arrivé à se faire son chemin. Donc je sais pas, c'est un peu de faiblesse. Tout le monde le reconnaîtrait en fait. Et puis en plus là où je vais mettre de l'eau dans ton moulin, c'est que écoute, par rapport au choix de Jalen Brunson et sa capacité d'adaptation, en termes de choix, s'il s'est planté sur Obi Toppin, je n'en voudrais pas vis-à-vis d'un Jalen Brunson. Les gars, Jalen Brunson, obligé, faut qu'on en parle.
Parlons-y. J'en parle, les gars, de Jalen Brunson, parce que, les gars, All-Star. là, All-Star. on arrive au vote, les mecs. Et vous avez tous, commencez pas à l'ignorer, hein, vous avez tous On vote tous les jours. reçu la Voter. propagande. Donc, les gars, Jalen Brunson est-il un All-Star potentiel pour les Knicks au poste de meneur, hein, les gars? Là, je vous défie d'en sortir un, ça remonte, hein. Ah bah, au Poste poste de de meneur, meneur, ouais. Ça doit remonter à Clyde, quoi. Non, il y a eu Mark Jackson entre les deux, mais Oui, mais oui. ça remonte à loin. En meneur All-Star à New York, ouais, ça remonte à Mark Jackson. Et encore, il a été All-Star au tout début de sa carrière, donc... Marbury, il arrive All-Star. Mais il est pas All-Star au Knicks, mais il arrive All-Star. Il arrive All-Star. C'est une petite nuance qui a quand même son degré d'importance, quoi. Parce qu'on a eu du Steve Francis, on a eu du Penny Hardaway, on a eu des mecs voilà, qui étaient un peu claqués, mais qui avaient été All-Star avant. Et du Motumbo, etc. Non, mais la liste est All-Star longue. l'année d'avant, je crois. Je parle. All-Star l'année d'avant. Ah, quand tu regardes. rattrape-toi. C'était comme ça que je le pensais, s'il vous plaît. Non, mais c'est un scandale ce qui s'est passé au vote, là. C'est un scandale ce qui s'est passé au vote. Enfin, du Alors, moins, au vas-y, premier alors. décompte. Au premier décompte. Alors, vas-y, Joanny déroule. Vas-y. Ah, moi, ça m'a mis hors de moi. Hein. Ah. Non, mais il y a eu, donc, avant qu'on enregistre ce podcast, la semaine d'avant, il y a eu le premier décompte des votes, des fans. Alors, oui, on le rappelle, le match des All-Star Games, c'est un match de gala, ça n'a pas trop de sens, voilà. Les votes, ça reste un concours de popularité qui sont les joueurs les plus populaires. C'est pas forcément les meilleurs joueurs, et puis de toute façon, on vote que pour un 5, donc moi, bêtement, je mets les joueurs des Knicks. Après, je me doute bien qu'un Jalen Brunson, qu'un Julius Randle, il y a plus fort dans la conférence Est. Mais si j'ai envie de représenter l'équipe qui m'est chère de cœur, Bien sûr. je vote pour cela, toi. Tout bêtement. Donc c'est plus un concours de popularité, et puis de les voir après, être nommés plutôt par les coachs en tant que joueur de banc, quoi. Mais du coup, ouais, premier décompte, pas un joueur d'Enix en dehors de Derrick Rose. On est en 2022-23, Derrick Rose, il est en DNP en ce moment. On a beau bien l'aimer, quand même, il y a peut-être d'autres joueurs à privilégier aux Knicks. Donc la fanbase de D-Rose, elle est importante, elle est mobilisée. La fanbase des Knicks, finalement, elle est pas si mobilisée que ça, et c'est dommage au regard de ce que font d'autres fanbases. Les Nets qui vont nous mettre un Claxton dans les meilleurs votes. Oh bordel, c'est quoi cette histoire? Ah là 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 là. Giannis il est fort, Embiid il est fort, très bien. Vote d'abord pour les Knicks, et puis après, un jour sur deux, t'alternes, j'en sais rien, mais essaye de nous mettre au moins des joueurs des Knicks quelque part, quoi. Au pire, tu fais pas un 5 full Knicks, admettons, je peux tolérer, mais t'en mets quand même, quoi. Et au moins, il y en a deux qui méritent cette saison des votes. Hein. Ça veut pas dire qu'ils seront titulaires. Est-ce qu'ils seront All-Star? Ça va être compliqué parce qu'il y a de la concurrence. Mais c'est Jalen Brunson et Julius Randle. Ils évoluent avec une régularité, avec des stats, et ils font gagner l'équipe. Alors ouais, on est un peu frustré parce qu'on lâche des victoires de temps en temps, mais l'équipe elle est plutôt bien placée. Donc non, je comprends pas qu'il y ait pas cette attention. Donc il y a eu, je pense, un petit coup de gueule global de la communauté qui s'est dit ouais, mais comment ça se fait qu'un tel y est pas? C'est pas valable que pour New York, hein. Sacramento ils placent aucun joueur dans leur top 10 des votes non plus, alors qu'ils font une très belle saison. Ils espèrent peut-être même les playoffs, ça leur est pas arrivé depuis 20 ans. donc voilà, on voit qu'il y a eu peut-être une prise de conscience des communautés, peut-être que sur le deuxième décompte on va dire ah ça y est, JB on le voit un peu pointer le bout de son nez dans les votes, Randle aussi, donc voilà, ça serait un petit peu juste retour des choses, même si entre Brunson et Randle, il y a des histoires différentes, il y a une cote d'amour qui est complètement différente entre Randle et Brunson. Randle, il va reconquérir le cœur des fans des Knicks, même si certains ont encore la dent dure contre lui. Brunson, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher, quoi? En soi, les votes, c'est du folklore. Parce que bon, si tu regardes les 5 qui sont retenus à l'Est, bon, il n'y a pas de débat. Les 5 qui sont retenus à l'Est, ça, dessus, on est tous d'accord, entre guillemets, quoi. On est tous d'accord, les 5 qui sont retenus, il n'y a pas de problème. Après, le reste. C'est en gros les plus forts. C'est les plus forts et ceux qui performent le mieux. Le reste, c'est les coachs. Les coachs tiennent pas en compte de ce que les gens ont voté. Quand tu vois qu'à l'Ouest, ils ont voté pour Austin Reeves. J'ai envie de te dire lol aussi, quoi. Donc
Voilà, les votes, c'est du folklore, c'est sympa, c'est mignon. Moi, je pense qu'il faudra arrêter avec tout ça. Directement, c'est géré par les coachs et par les gens, et par les joueurs. Chaque année, on vote, les gens votent à la one again. Mais sinon, voilà, c'est du folklore. Qu'ils y soient pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient là le jour de la grande fête et qu'il y en ait au moins un des deux qui soit sélectionné, quoi. Après, qu'il y ait des gens qui n'aient pas voté pour eux, qui font pas partie du truc, ils prennent pas de prime par rapport à ça. Ils prennent des primes s'ils portent la tunique. Donc, il y a des clauses de sponsoring. Il y a des clauses de sponsoring qui peuvent. S'ils sont le star choisi par les coachs, c'est la même chose. Donc, voilà, c'est ça que je te dis. Oui. C'est ça que je te dis. Oui, le principal, c'est qu'ils portent la tunique Ok. All-Star. Qu'ils soient pas dans les. D'accord, oui, là-dessus, pas de sujet. Mais moi, cette histoire de vote, voilà, c'est toujours du. Rappelez-vous une année avec Alex Caruso. Enfin, Ouais, ça Pachulia, Yao Ming. Faut passer le cap du fait qu'on va élire un capitaine, quoi, tu vois. Donc au moins tu limites la casse potentielle justement des dérives des fameuses fanbases. Tu pensais toi à Randall numéro 1 à l'est? Non. Non, c'est un anecdote. Ce qui est dommage, c'est que avec la grosse communauté des fans d'Enix, c'est qu'ils rayonnent au-delà de New York, hein, et on en est la preuve, hein, qui ait pas eu au moins une mobilisation. Autant Randall, on peut comprendre parce qu'il a fait une saison catastrophique la saison dernière, il s'est mis les fans à dos, donc limite ça pourrait être un retour de bâton. Voilà, et on verra l'année prochaine si tu refais la même chose. Mais Brunson, il donne entièrement satisfaction. Il a fait des gros matchs, il a porté l'équipe, il a fait gagner l'équipe dans des fins de match. Au moins, tu vois, tu peux avoir une attention. Tu mets Brunson dans ton 5, tu mets un autre, enfin, tu mets 4 autres joueurs. Pourquoi pas, mais la fanbase, du coup, c'est pas mobilisé. Et on s'est réveillé en se disant, merde, il y a personne qui a voté pour nos joueurs, quoi. Donc là, au deuxième décompte, on va peut-être voir un peu, un rééquilibrage dans la mobilisation de la fanbase. Oui, j'ose espérer parce que, alors même si on va pas comparer les stats des deux joueurs entre Randall et Julius Brunson, mais moi je veux juste parler d'impact en fait, l'impact direct qu'il y a eu un joueur. Jalen Brunson, l'impact qu'il a amené, moi je suis obligé de le comparer avec l'impact de Randall d'il y a 2 saisons, quoi. Donc et avec un bilan presque similaire parce qu'on a eu un playoff run quand même sur la. Et Brunson arrive sur son gros contrat en plus. C'est que tu vois, on pourrait dire tiens, le mec il a été re-signé un peu au rabais. Bon, non, le mec c'est la grosse signature quasiment de cette free agency. Et le type il répond mais plus que présent. Donc il évolue quand tu vois. Enfin, c'est lui qui a le ballon à la fin des matchs. Tu sens qu'en plus il a ce caractère un peu général. Tu sens qu'il a ce caractère. Tu sais quand il est fermé, quand il est pas content. Tu sens que ça doit être des fois un peu gueuler, même un peu dans le vestiaire, que ça doit pas moufter un peu. Clairement, c'est une des meilleures signatures qu'on a eues depuis très longtemps. C'est à l'heure actuelle le most valuable player d'Enix, hein, faut se dire. Hein. Si demain. Ça se joue avec Julius. Pour moi, les deux sont co-leaders, je pense. Pour moi, si demain on doit perdre malheureusement pour blessure ou autre, je préfère perdre Julius et garder Brunson que vice versa. T'as perdu Brunson et t'as gagné avec Julius. Hein. Est-ce qu'en perdant Randall, on gagne juste avec Brunson? Je sais pas. Moi, je pense. Il nous faut les deux. Enfin, on va pas se mentir, faut les deux. Et aujourd'hui, ils arrivent à bien cohabiter. Hein. Oui. Y en a un qui débute bien les matchs et l'autre qui les finit bien. On sait qui est qui. Même, ils ont même une bonne relation tous les deux, ça se voit. Les deux ont l'air d'être bien potes. Le pick and roll Brunson Randall marche même plutôt bien. Donc franchement. On le voit pas beaucoup, mais on le voit quand même et ça marche. En fait, c'est l'intelligence de Brunson qui le rend, parce qu'on l'avait vu, c'était à Toronto, il me semble, quand il n'y a que le switch de Van Vliet sur Randall, Brunson fait que le servir en pick and roll. Enfin, l'intelligence de Brunson elle est incroyable, vraiment, comme a dit Seb, c'est une signature vraiment incroyable. On regrette pas du tout sa signature. Après, ce qui est dommage finalement dans tout ça, c'est qu'en ce moment, on a RJ qui est sur la touche, qui profite pas de cette dynamique. C'est dommage. On aurait aimé être dans une discussion où on aurait pu se dire cette saison, RJ, il tape à la porte pour être All-Star. Non, ça sera pas cette année, quoi. Tu connais ma théorie, hein. Cet été, Léon Rose était à 2 doigts de se séparer d'RJ Barrett. Déjà, c'est pas son gars, il a pas drafté. Il était à 2 doigts de se séparer d'RJ
de RJ Barrett pour Mitchell. Là, cette année, Alors, j'étais dans le bureau de Léon ce matin et là, cette année, il voit que c'est un trade, que ça marche, que le duo Brunson-Randle, ça marche, et on sait c'est une équipe, voilà, de stars, enfin, c'est une ligue de stars, il faut un troisième larron. Et moi, ça m'étonnerait pas que cet été, alors pas là, mais que cet été, son nom sur un autre gros joueur, peut-être Booker. oh là là, bah voilà. Non, je rigole, attention, je veux pas Je connais l'histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je serais pas surpris que cet été, RJ Barrett soit à nouveau proposé s'il y a un joueur qui est libre, un joueur All-Star, un joueur All-NBA soit libre. On va voir comment cette saison se termine, mais effectivement. Ouais, justement, c'est pas bon pour lui, quoi. On a gagné sans lui, on joue bien sans lui. Enfin, je veux dire, on a un IQ qui se développe sans lui. Alors, ok, d'accord, c'est pas les mêmes talents. Enfin, bon, on a gagné sans lui la série de 8 victoires, on l'a fait avec lui. Il se blesse juste au match à Dallas. On a juste gagné les 4 derniers matchs sans lui, mais il faut pas oublier l'apport de RJ. Bien sûr, mais ce que je veux dire non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Leon Rose, ça, si tu veux, pour l'instant, au point de vue de la saison, comment elle se déroule, si tu veux, ça le conforte pas dans l'idée de se dire, RJ Barrett, il faut que je le garde absolument. Est-ce que RJ est intouchable? Est-ce qu'il est intouchable? C'est le statut d'intouchable d'Enix qui touche du doigt le sujet, Joanie. C'est le statut d'intouchable de Barrett qui est remis en cause, évidemment. On s'exclut pas tout scénario et un scénario de départ sans pour autant le pousser gentiment à la porte. Hein. C'est pas du tout le sujet, quoi. Non, mais je pense que s'il y a une opportunité, Leon Rose, il réfléchira pas de voir mettre son nom sur la liste. Alors, on va faire rapidement de la science-fiction en fonction d'une situation une saison qui pourrait mal se terminer du côté de l'Arizona. Et il y a des signes avant-coureurs, hein, voilà. Devin Booker, RJ Barrett, s'il y a ça qui se présente, je pense que Léon Rose, il fera un choix. Et aujourd'hui, qui peut dire que RJ Barrett a un plus haut potentiel ou est plus fort que Devin Booker? Devin Booker remplacerait allègrement RJ Barrett, et je pense qu'il faudrait pas réfléchir trop longtemps, pas mettre trop d'affect si le deal peut se faire, parce que il y a eu un loupé d'une certaine façon avec Donovan Mitchell l'été dernier. Léon Rose aurait aimé. Vous regrettez du coup l'instant T, le non-trade de Spida? Alors non, on en a parlé. Et, oui et non. Oui et non, mais par contre, elle fait réfléchir. Et, au vu, et je pense que son absence rajoute encore de l'incertitude quant au fait que la réflexion. Quant au fait que tu te dis on aurait pu potentiellement le trade. Et RJ Barrett, pour moi, c'est un Wiggins, tu vois. Pour moi, RJ Barrett, il a la carrière d'un All-Star, alors, un All-Star. Non, mais tu vois, All-Star, mais parce que tu avais une équipe qui survolait l'année dernière. Pour moi, c'est une troisième option d'une équipe, d'une bonne équipe. Bien, mais ça va pas au-delà. Mais oui, mais c'est bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va pas au-delà, en fait. Et t'as rarement 2 ou 3 All-Stars dans une team. Donc, pour moi, c'est une troisième option dans une bonne team. C'est un joueur, en effet, qui lorsqu'il est en forme, fait beaucoup de différence. Mais comme Andrew Wiggins, en fait. Moi, je vois pas son plafond, je vois pas son plafond au-delà, tu vois. On parlait d'un Butler, on parlait d'un truc comme ça. Pour moi, je vois pas son plafond là-dessus. Il est encore jeune et il peut gagner encore en qualité de jeu, mais est-ce que ça sera une option 1? C'est délicat. Si on parle d'un Mitchell ou d'un Booker, c'est peut-être pas des mecs qui gagneront des titres, mais c'est des joueurs qui sont plus forts et qui sont plus des options 1. C'est les mecs qui te font gagner des matchs. Que RJ Barrett aujourd'hui. Donc effectivement, si ça se présente sur la table, et là on est dans la pure science-fiction, Léon Rose, je pense qu'il se proposera peut-être pas 50 fois les questions. Et on a des assets, on a des tours de draft, on a des joueurs peut-être qui pourront équilibrer des salaires, des choses comme ça. Léon Rose, il aura peut-être pas le droit de se louper 2 fois en fait, quoi, sur un gros nom, quoi. C'est ça. Juste pour revenir sur RJ, là, 2 minutes si on a le temps ou pas. Parce que du coup, là on est vraiment dans le moment même où c'est que du coup, ça fait 5-6 matchs, 5-6 je dirais, qu'il n'est pas là. Mais il faut pas oublier quand même les matchs avant. En début de saison, je vous rejoins, on sait que RJ était plus que moyen et on avait du mal à dire mais qu'est-ce qui se passe, surtout quand on voyait sa pré-saison qu'il a filé des tris. Mais là, il s'était réveillé, c'était du très très grand RJ. Là, c'est
série qu'on fait de Il y avait du la mieux. série il y qu'on avait fait de du 8 mieux, victoires, ouais. il est très bon. Après, il enchaîne avec troisième mec. 30 points contre Toronto, il met 44 contre Chicago. Non, mais là vraiment, moi, vraiment, RJ, Oui. on peut pas le C'est- dénigrer comme on en parle là, comme vous en parlez depuis tout à l'heure. Non, On peut non, pas- non. En fait, pas nécessairement le dénigrer ou dévaloriser son apport. C'est à l'heure de pouvoir s'attirer un joueur référencé dans la contrepartie. Est-ce qu'on est prêt à le sacrifier? Force est de constater que entre Brunson, Rundle et RJ Barrett, RJ Barrett, il y avait moins de débats il y a peut-être 1-2 saisons ou vis-à-vis de la régularité qu'il pouvait apporter les saisons précédentes. Mais là, maintenant, tu te dis que s'il faut faire vraiment du sacrifice pour s'attirer quelqu'un qui nous fera passer cette étape... Être contender. Être contender, c'est ça le stade du dessus. Voilà. quoi. Barrett, son statut d'intouchable passe à tu réfléchis, mais c'est pas une question de je l'invite gentiment à aller prendre la porte. En fait, on n'est pas du tout dans ces Oui, mais là, dans non, cette à approche-là, on en peut fait. même pas Tu vois encore dire ça parce que il va rester une moitié de saison, 41 matchs. Là, voyons ce que ça va donner un grand RJ comme avant qu'il se blesse, avec un grand Julius Oui. et un grand Brunson. Parce que les trois réunis à leur meilleur niveau, on les a pas vraiment encore vus. Donc attendons de voir et voyons ce qu'on va à la fin de la saison. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez tourné la page RJ en mode oh ok bon bah, allez Non. s'il est dispo, on fait quelque chose. Non, mais Non. RJ, c'est pas la question. RJ, on aime beaucoup RJ, c'est pas la question. C'est juste qu'à un moment donné, RJ Barrett, je pense qu'aussi il faut être un peu lucide sur certaines choses. RJ Barrett, il peut avoir de super séquences, il peut passer à travers certains matchs, mais il a pas pour moi cet aspect tueur que peut avoir un gros joueur. Il va être bon, mais un peu comme Julius, c'est-à-dire qu'il va s'effacer un peu, tu vois, à un moment donné, dans le clutch, ça va claquer du fessier, quoi, tu vois. Donc, on le voit beaucoup moins, hein, des fois, dans le quatrième quart. Mais Hein. on le voit beaucoup même pourquoi aussi parce que c'est lui qui est attitré numéro 1 défenseur sur la plus grande star adverse. Ça on l'oublie trop Et souvent. attends, regarde notre dernière Ouais, il fait victoire, le travail, ce gagne. niveau-là. Notre dernière victoire, on la gagne, c'est IQ qui a pris les choses en main dans le dernier quart. Notre dernière victoire, IQ, à un moment donné, c'est pas celle-là, c'est celle d'avant, je crois. Il décide de prendre les choses en main. Et je crois qu'il marque 8 ou 9 points dans le Il y dernier avait pas quart, RJ. tu vois. RJ, Donc, il mais justement, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que IQ lui peut avoir peut-être plus cet instinct tueur que RJ Barrett n'a peut-être pas. Et qu'à un moment donné, si tu dois step up, si tu veux aller chercher des joueurs référencés, il faut sacrifier des types. Oui. Il faut sacrifier des Ouais, mais mecs. tu seras peut-être obligé de sacrifier IQ aussi dans l'histoire. On verra Peut-être, tout ça, mais mais tout ça pour dire que peut-être que la situation elle se représentera et que la question elle se posera et voilà il y aura du sacrifice parce que le plafond de cette équipe. Moi, je veux voir cette équipe avec ces trois joueurs en plein potentiel. Là, j'attends vraiment de voir ça. 41 matchs, Ouais. on a du mal à la voir devenir contender. Pas cette saison, c'est sûr, mais même la saison prochaine, sans se renforcer fortement. Ce qu'ont fait les Cavs avec un Donovan Mitchell, ils ont apporté un gros joueur et c'est ça qui manque. Même si on a un Brunson qui est très bon, qui s'est très bien intégré, on a un Randle qui est revenu à un niveau qui a été bon. Qui était le sien. On a un RJ qui nous fait du bon RJ ces derniers temps. Mais c'est quoi le plafond? C'est ça qu'on Toi, c'est quoi, peut Flo, faire douter, ce que tu quoi. vois un RJ Barrett? Qu'est-ce que toi tu le vois où, Moi, toi, je ce le gars? vois en deuxième option, égalité, en deuxième option, quoi, d'une équipe qui joue vraiment le titre. Si tu devais en fait faire un parallèle de carrière, à qui tu le compares? Moi, pour l'instant, je trouve qu'il prend vraiment le chemin de Butler. Hein. Là, Butler. vraiment, Ouais, Butler, Butler. parce De que Butler, mais en vraiment. défense, vraiment, tout à l'heure, je parlais d'IQ, mais RJ, c'est notre meilleur défenseur. Là, à l'instant T, derrière Quentin Grimes, notre meilleur défenseur du roster. Je trouvais qu'il avait baissé en défense, cette RJ. saison. Bon, en début de saison, je te l'accorde parce que du coup, il rentrait pas ses tirs, il était frustré, il pensait à autre chose et derrière, il se donnait pas à fond. Mais là, depuis du coup, ce fameux match contre Dallas, avec la série, il avait totalement changé et défensivement, il avait complètement évolué. Donc, moi là, vraiment, je suis vraiment choqué choqué entre guillemets, de ce que vous dites sur RJ. Toi, tu le vois avec cette parce que Butler, attention, Butler. Ah, il a le killer instinct, Butler. Ah ouais, toi tu le
vois devenir comme ça, toi. Pour moi, RJ a le killer instinct. Les fins de match, elles sont tronquées parce que c'est Randle qui prenait tout. Mais là, voyons voir avec les trois. RJ a une isolation. Enfin, Randle, il lâche un peu plus la balle à la fin. Maintenant, il n'hésite pas. Maintenant, il lâche à Brunson. Et Brunson, il est assez intelligent pour donner à Barrett. Qui Barrett a 1 contre 1. Son premier pas, il est dévastateur. Ouais, je pense que Jalen Brunson a remis en question le statut de Randle et de Barrett à son arrivée. Hein. Moi, je le voyais. Il a des coups d'éclat, hein, mais je pense que peut-être que je me trompe aussi, que c'est moi qui le vois moins bien. Mais j'ai l'impression que tu le vois quand même, que tu surestimes quand même vachement Barrett. Hein. Moi, je pense pas. L'avenir nous répondra. La suite au prochain épisode. Quand tu compares au niveau de ses stats, Barrett, en 4 ans, ça a pas évolué de fou. Hein. Ouais, bah en tout cas, justement, moi, c'était vraiment pour boucler la boucle concernant le cas Barrett. Moi, pourtant, c'était pas le terrain sur lequel je voulais emmener. Ça, c'était Johanny avec sa science-fiction là qui nous a fait dériver. Johanny, Mais on rose demain matin, voilà. Mais ouais, là, tu vois, tu nous projettes trop vite. Déjà, je vous balance les dossiers, vous voulez pas. Mais alors, le truc qui nous rattrape à l'actu All-Star Game, c'est que malheureusement, cette année, RJ Barrett ne sera pas encore dans la discussion. Ça, c'est vrai qu'on l'attend, on l'attend ce 3e choix de draft quand même, avec cette opportunité de gratter un petit strapontin All-Star. Mais cette année, malheureusement, ce sera pas le cas. Ouais. Pour déloger un Jalen Brown, il a encore de la marge. Hein. Oui, il y a de la concurrence, il y a beaucoup de concurrence, et entre autres sur le backcourt à l'Est. Il y a beaucoup de... parce que voilà, si on pense aux titulaires, on peut aussi lister beaucoup de gens qui peuvent postuler justement à une sélection All-Star par les coachs. Et en ça, même Jalen Brunson, notre Jalen Brunson à nous, ça va peut-être être compliqué de l'avoir cette étoile de All-Star. Là où Julius va peut-être lui plus profiter, et pourquoi pas de l'absence, la blessure aussi de Kevin Durant. Oui. Qui risque de lui faire manquer le non mais même, je pense qu'il a pris le spot de Siakam. Il a pris le spot de Siakam, je pense, Randle. Pour moi, je pense qu'il sera choisi et que ça va être Pascal Siakam qui va être qui sera pas. Mais je pense qu'il fera partie du game. Je pense qu'il y en aura un des deux côté Knicks parce que si le bilan reste assez honnête en termes de rapport victoire-défense, victoire-défaite. Et puis après les stats individuelles sont assez bonnes pour les deux. Mais de voir les deux All-Star, ça serait super. Je pense qu'il n'y aura pas les deux. Et à mon sens, si je dois mettre une pièce, je mettrais plus une pièce sur Randle. Ça fera du mal à beaucoup de gens qui disaient ouais, mais Randle, il a performé quand il n'y avait pas de public dans les salles, patati patata. Non, il a fait une mauvaise saison la saison dernière, mais cette saison, il se remet dans le droit chemin. Ce ne sera pas un joueur élite défensive, ça c'est certain, parce qu'il fait pas les efforts beaucoup de fois. Mais autrement, il produit et les coachs le voient et les résultats de l'équipe aussi lui en doivent une bonne partie. Donc, mais je pense que compte tenu de la concurrence, parce que dans le backcourt, il y a des Trae Young, il y a des Garland, il y a beaucoup de monde à postuler. On est d'accord que Brunson mérite plus d'être All-Star que Trae Young et que Darius Garland. Ah oui, enfin pour moi de toute façon Pimedix, tu vois. Il faut parler concrètement parce que tout le monde dit Darius Garland. Moi j'ai regardé les stats de Garland et les stats de Brunson. Brunson il est devant de partout. Je comprends pas la hype Garland tout d'un coup. Parce qu'il était au Star aussi, c'est la saison dernière, donc voilà. Est-ce que ça va être une continuité ou au contraire c'était juste un coup d'arrêt? Ouais, mais bon, après à côté de ça, t'as Cleveland qui est à 26-15 et nous on est à 22-19. On est derrière en bilan. Ouais. Et puis à un moment donné, tu vois, moi je veux bien, tu vois, ceux qui disent par exemple le Shai Gilgeous-Alexander devant un Ja Morant. Moi ça me fait doucement rire, mais moi je vote pour Ja Morant tous les jours. En attendant, t'as des équipes comme Memphis, tu vois, qui est à 27-13 et OKC qui est à 18-22. Donc ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné aussi les mecs qui performent dans des équipes qui gagnent. Et ça c'est hyper important. Bon, ça c'est la conférence d'en face. Mais si on liste les joueurs qui sont potentiels Garland, ça gagne. À l'Est, ça gagne et ça domine. Ouais, mais regarde, t'as aussi du James Harden, t'as du Garland, Trae Young, est-ce que ça discute ou pas? Moi, je le mets pas cette année, et puis pour plein de raisons, et puis on sait qu'on l'aime pas, Trae Young. Hein. Il y a un peu de gratuité. Mais Bronson, Ali Burton, voilà, il y a des joueurs qui. Non plus. Il ira s'amuser avec Banchero, aux Bahamas, mais voilà, Tyrese Haliburton aussi. Les Pacers font une saison, un début de saison étonnant. Comme nous. Les Pacers, ils vont comme nous, deux joueurs exactement ce que j'allais dire. Ouais, mais s'il faut en envoyer un, ça sera Haliburton. Ils vont pas mettre un deuxième. À Locke, en extérieur, on a qui? On a
Donovan Mitchell, forcément. On a Jaylen Brown, Ouais. forcément aussi. On a Kyrie Irving, pour moi je le mets dedans. Ouais, mais Jalen Brown, ça pourrait être, comment dire, par le Oui, vote voilà. des coachs en Comme plus. Donovan Mitchell, pour moi c'est les deux titulaires indiscutables. Ah, bah, pour l'instant, c'est Kyrie Irving qui ressort titulaire bah, avec les et votes on va mettre des les trois, joueurs. quoi. Hein. Ouais. Voilà. Enfin, des votes des joueurs. Après, Les votes des après, fans. du coup, en quatrième, on a Haliburton, je pense qu'il lui va être pour un point All-Star et il le mérite largement par rapport à ce qu'il fait et la saison des Pacers. Et après, pour moi, le cinquième qui arrive, c'est Jalen Brunson. Hein. J'aimerais bien, Parce que- j'espère. Enfin, Ah ouais. j'aimerais bien voir Quand deux. on prend le J'aimerais bien classement, voir deux. on a dit Boston 1, J'ai peur. on l'a donné. Brooklyn 2, on l'a donné. Milwaukee 3, c'est qui? Non, mais Giannis. Giannis, en extérieur, je parle Holiday, il a pas joué assez de matchs pour y être. On a Cleveland, on a dit Spidan. On a Indiana, on a dit Haliburton. Et on a Philadelphie. Est-ce que James Harden mérite plus que Harden. Brunson? C'est kiff-kiff. Donc, sachant qu'il y a les deux wildcards, il y aura Harden et Brunson. Pour moi, Brunson, je vois pas comment il ne peut pas être All-Star ou par qui il peut Ah, être mais tu cites pas non, Garland. parce que pour moi, Brunson fait une meilleure saison que Garland dans tout point de vue. En point de vue stat, en point de vue. Le problème, en c'est point de vue que, aspect sur l'équipe. moi, je pense que Garland, il a déjà une étoile et que mine de rien, tu sais, comme les stars bénéficient de coups de sifflet plus faciles, je pense qu'à un moment donné, quand t'es déjà estampillé All-Star, c'est peut-être plus facile de rentrer dans la pièce que quand tu l'es pas. Ouais, après, il y a des All-Stars qui l'ont été une année, pas l'année d'après, ça arrive aussi. Mais à voir. Il y a la concurrence est réelle en tout cas. Cleveland La performe concurrence aussi, quoi. est réelle. Cleveland performe De aussi. toute façon, la concurrence, elle est à l'image vraiment du côté homogène du classement de l'Est. La Hein. concurrence. Donc, ouais, il y a vraie bagarre. Il y a vraie bagarre. Oh, Toronto, Fred VanVleet, voilà, ils sont un peu décrochés. On peut espérer qu'ils soient oubliés par les coachs, mais ça pouvait, pourquoi pas, à un moment donné, discuter. La Melo Oh, Ball, et même. trop blessé. Ouais. Et il était All-Star la Le saison bilan. dernière. Et puis il a un jeu qui se prête au All-Star parce que Ah, le Flashy, bilan tout de ça. ça, voilà. Charlotte, c'est quoi? C'est la 29e ou 28e équipe de NBA. Ah bah non, c'est impossible. Voilà. On est sale, on est Il y a sale. plus, on est sale. il y a plus d'argument Ah, pour lui. On peut pas. Ce serait honteux, je vous Ouais, le mais dis, tu vois, honteux. tu vois, pour une équipe, C'est une honte. pour une équipe qui est dans le range 8-6, 8-6, moi je ne vois pas avoir deux All-Stars, tu vois. Et surtout Ça serait bien. surtout que quand t'as un Brunson qui a exactement les mêmes stats quasiment que Garland, mais que lui a un bilan bien plus positif. Bien plus. Il y a quoi? Il y a 3-4 wins d'écart, non? 4 wins, il me semble, maximum. Je Oui, crois que- après, c'est rien, mais après, c'est rien. après, c'est pas grand chose, oui, mais après, c'est devant nous depuis quasi le Non, début de la bien saison. sûr, quoi. mais moi, c'est l'impact sur l'équipe. Ouais. Est-ce que Garland a un meilleur impact sur les Cavs que Brunson a sur les Knicks? Ouais, mais ça on s'en fout Si, quelque ça part. compte. Ça, ça compte là, dans tu le- parles comme si, là, tu parles comme si tu allais désigner le Non, MVP. parce que dans le, C'est pas le cas. storytelling Là, pour tu- être All-Star, ça compte tout ça. Ça fait partie de la discussion. Oui, ça joue dans le choix des Bien sûr. coachs. Moi, j'en Ah, suis bien persuadé sûr, aussi. ça, Ouais. Ouais, Mm. je pense que ça, beaucoup de gens se poseraient la question en se disant, les Knicks ont deux All-Stars, alors que imaginons qu'on soit 8e ou 9e à l'Est, alors que Cleveland est 4e et n'en est qu'un. Oui, mais Moi, je pense que jamais Oui, ça mais passe. Je pense que jamais là, ça tu vois passe. tu vois le verre à moitié vide en disant qu'on peut être 9e ou 10e. Mais si on fait une petite série, on peut être totalement 5e. Et à 5e, avoir deux All-Stars, c'est pas une aberration absolue. Hein. Voilà. C'est pas scandaleux. Hein. C'est pas scandaleux. Et en parlant de scandale, pour conclure la boucle du All-Star Game, zéro représentant All-Star Game, pour vous, c'est scandaleux? Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, oui, C'est honteux, Oui. honteux. Oui, totalement. Il en faut au moins un. Il en faut au moins un. Ça serait reconnaître que les Knicks font un bon début de saison et qu'ils ont des joueurs qui portent l'équipe. Après, Julius, JB, à voir. Mais moi, je mettrais plus une pièce sur Randle. Moi, je pense aussi. Je mettrais plus Moi, une je mets pièce la sur pièce Randle. sur JB. Bon. Allez. Et toi, Lolo? Moi, c'est Julius Randle. Voilà. Ah, bon, bah. Et le cœur quelques jours. le cœur dit Brunson, bien évidemment, mais 15 000 fois et tous les jours. Et la raison me dit Randle pour effectivement les opportunités qui se présentent en concurrence directe sur le poste, état de blessure, etc. Et là, on va être tous en PLS, il n'y en aura aucun. Non. Et voilà. Et c'est pour ça que j'étais obligé de vous poser la question parce que c'est un scénario qu'il ne faut absolument pas écarter. Sachant que. Bon, Les Ça gars, serait Sonics, non, mais comme après, disent on certains. va pas se réjouir des blessures, mais avec la blessure de KD, ça rajoute forcément un spot en plus. Donc là, c'est. en attendant, moi, il y a un truc que j'ai envie de voir. C'est la rencontre de dimanche prochain. Ah. Knicks La contre les fameuse. Pistons. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce qui me sort cette affiche du chapeau? Oui, peut-être Mais revoir si, nos... mais si. Mais il y a une raison particulière, c'est que c'est la prochaine actu de notre association.
Et en fait, on est heureux de pouvoir redémarrer 2023 en vous proposant cette affiche. Donc le rendez-vous est à 18h30 au Hideout Paris, donc métro Gare du Nord. On vous attend bien évidemment nombreux pour cette viewing, c'est la reprise. Et puis en off, on en rigolait, j'en rigolais avec Sébastien notamment, c'est que nous on n'a qu'une seule envie, les gars, c'est de voir cette viewing avec une victoire à l'issue. On veut gagner. Avec une victoire à l'issue, on s'est fait tailler, on s'est fait chambrer, mais malgré tout, on revient de plus en plus nombreux. Il y a toujours cette bonne humeur, la qualité de l'accueil, un espace privatisé. Vraiment, on est les. On mange bien, on peut boire aussi s'il faut. Oui, on mange bien, on boit bien, et en plus, on a l'opportunité aussi de prolonger cette soirée avec une affiche footballistique. Hein, donc, ça reste un sports bar. Donc Double header. exactement. Donc les gars, soyons nombreux, venez. On passe d'excellents moments. On a vu pas mal de nouvelles têtes en 2022, Johanny, là sur les viewings. Et oui, autant les gens taillent en disant mais dis donc KNF, vous faites des viewings, vous gagnez jamais. Ouais, mais c'est pas grave, on passe quand même de bons moments. Alors bon, il y a des hauts et des bas, c'est des montagnes russes. Hein. On va mettre, je sais plus, 48 points dans un quart, et puis on va s'en prendre 80 dans les deux autres qui vont suivre. Mais voilà, on le vit bien parce qu'on le vit ensemble, et c'est ça aussi le sport, c'est des émotions. Et rien de mieux que de les partager ensemble. La NBA, on sait que c'est particulier parce que ça se passe beaucoup de nuit, donc quand on peut avoir des affiches en prime time et on peut réaliser des événements, et voilà, c'est comme ça qu'on en profite le mieux et que on noue des liens avec tous ces adhérents et qui reviennent régulièrement. Certains partent en voyage. Flo en est l'exemple. On va voir Mélo, on va voir des trucs, on va voir des victoires et on passe des bons moments sur des événements. Vous pouvez pas avoir un petit partenariat avec la SNCF histoire qu'on puisse monter pour participer au bon moment aussi, ça serait cool. Ou alors vous faire le chemin inverse, c'est-à-dire venir profiter du soleil, du beau temps, du sud et voir le match tous ensemble dans le sud. Pourquoi pas faire l'inverse ici? Ouais, on va travailler à tout ça. Non mais c'est vrai que ça donne envie quand on voit les photos, putain, on est loin. Exactement. On se dit putain, on aimerait bien y être et tout, mais écoute, rien n'est impossible. On a déjà Oops Factory du côté de Lille, notamment. On ne sait plus rien. C'est une question déjà de mobilisation, de soutien. Parce que pour les playoffs, on peut envisager un truc. Pour les playoffs, donc il va falloir que les Knicks nous fassent des playoffs et puis qu'à la belle saison, on aille tous se dorer la pilule là où il fait beau, là où il fait le plus beau en France. Donc voilà. On ne s'exclut rien en tout cas, ça c'est clair. Et comme je disais, je parlais de mobilisation. Ce genre d'événement, bien évidemment, on peut pas le faire et le pérenniser sans le soutien de tous, sans la présence massive des Knicks fans motivés. Mais écoutez, on ne s'exclut pas. Donc c'est quelque chose qu'on peut largement envisager. Mais en tout cas, on vous attend. On vous attend pour cet événement, le premier événement du coup de 2023. 2023 va être une année faste pour nous. On a l'occasion d'y revenir. Johanny, il y a des voyages en prévision, il y a beaucoup de choses qui avancent concrètement et on a vraiment hâte d'entamer cette saison-là. Et quoi de mieux que d'entamer cette saison avec une victoire en viewing. Je pense que ça pourrait déjà donner le ton pour le reste des événements à venir. Hein. Une victoire en janvier, des All-Stars en février, tout le monde est content. Ça va être un blowout, vous allez vous régaler, ça va scorer dans tous les sens. Et des playoffs au mois d'avril, j'avais oublié. C'est le plus important. Oui. C'est le plus important. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Les playoffs, on termine sur une bonne playoffs avec un petit derby face aux Nets, histoire de montrer qui est la plus belle franchise de New York. On sait déjà. On connaît cette histoire. La fameuse revoir un printemps, comme dirait certains. Ouais. J'étais dans le bureau de Léon ce matin mais là, le dernier podcast, vous avez terminé avec le petit pronostic. Là, on est mi-saison, il faut que vous me le dites. Là, c'est play-off ou play-in? J'adore ça. Il attaque fort. Tu tiens le viewing party dans le sud, en fait, c'est ça, tu tiens. On a commencé le podcast, moi, en résumant la saison, en disant frustrant. Pour moi, si on corrige ces fins de match où c'est que il nous manque rien, vraiment, c'est de l'irrationnel, on peut viser pour moi le top 5 et aller directement en playoff.
C'est ambitieux, c'est beau. 5. Top 5, exactement. Bien sûr, mais un top 6, les yeux fermés, je signe maintenant et j'envoie la lettre à Adam Silver. Mais même 7-8 et on valide le ticket Ouais, playoff. moi, ça il me faut va. se mouiller, il a dit top 5. Qu'est-ce que vous Ok, dites? alors, vas-y, Jo, vas-y. Alors, j'ai la fâcheuse tendance à avoir tout bon sur mes pronoms en ce moment, donc j'aimerais pas que ça nous prenne Aïe, la poisse, aïe, cette aïe, histoire. aïe, aïe, aïe. Mais moi, je dirais un petit top 7. C'est dommage, parce que 7, on va dire, play-in, c'est nul les play-in, mais ça n'empêche pas qu'on peut se qualifier en étant top 7. Et ouais, je vois top 7 et on se qualifie pour les playoffs. Du coup, qui on joue après, ça, boule de cristal, ça serait peut-être plutôt, allez, on va dire un Boston. Et dommage pour les Nets, mais ils se feront pas sortir par les Knicks, mais ils se feront sortir par d'autres. Bref, top 7, premier tour contre Boston, et bon, ça va être compliqué contre Boston. Ok. Voilà pour moi. Seb, Écoute, ça a commencé par un top 5, après un top 7. déjà. Et Voilà, on parle classement, les gars. Classement. Ça chute parce que moi, tu vois, moi je nous vois 8e. Moi, je nous vois 8e à l'équilibre, mais je nous vois 8e. Je pense que la deuxième partie de saison va être peut-être un peu plus compliquée. En plus, cette rotation à 9, ça va commencer un peu à tirer dans les jambes. Surtout s'il n'y a pas de move ou des trucs insignifiants. Donc moi je nous vois chuter à 8e place. Pour moi le play-in, comme je vous ai dit au début, est assuré. Je pense voilà, 8e place à l'équilibre et puis on finit, voilà, on arrive à la grinta à passer en play-off. On chope les premiers, donc au choix Boston ou Milwaukee, et puis on essaie de faire bonne figure, mais je pense que voilà, moi 8e à l'équilibre. Playoff, on gagne le play-in, playoff. Eh ben, écoute, moi, j'avais annoncé 2 têtes, hein. C'était, du 8e position. J'avais dit, 42 victoires, me semble-t-il. Écoute, là, au vu de l'espoir et au vu des circonstances, j'aimerais bien quand même choper ce 6e strapontin qui nous qualifierait directement au playoff. Il y a des arguments, alors on peut parler aussi de calendrier qui peut se durcir, patati, patata. Je crois en ce playoff run parce que j'avais pas de certitude sur l'état d'esprit de cette équipe, notamment quand le bateau tanguait. Je commence à avoir quelques certitudes et j'ose espérer que cette fin de saison nous permette de renverser Indiana, de lutter armes égales avec Miami et de laisser Atlanta derrière nous. Voilà. Oh, donc, Atlanta, j'ai calculé même pas, tu vois. Ouais, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, sortir de cette zone du Middle East, comme pour paraphraser un tweetos Donald J. Trump. Donald J. Trump. La no man zone, comme disent Knicks Fan TV. Voilà. C'est bien parce que du coup, à nous 4, il y a un top 5, 6, 7, 8. Donc voilà, faites vos choix, vous avez le tiercé dans l'ordre ou dans le désordre. Tout le monde voit les playoffs. Eh oui, alors déjà, on a passé un step dans l'optimisme, pardon, les gars. Donc, non, c'est beau. Avec une RJ Barrett plus que moyen, alors imaginez avec un top RJ. Ah, il a pas digéré ça, Non, mais on l'aime, RJ, mais on l'aime. J'espère bien. En tout cas, messieurs, c'était un réel plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Il est temps de faire le dernier tour de table. Un petit mot pour la fin. Déjà, bien évidemment, Floris, encore merci. Un petit mot pour la fin. C'était un super moment. Donc, comme on a dit, j'espère que vous pourrez venir dans le sud pour admirer le beau temps, les playoffs et RJ Barrett. Et je finis sur ça. C'est magnifique. Je savais pas que RJ Barrett habitait dans le sud, mais bon, on découvre. C'est mon voisin de palier, vous l'avez pas dit? C'est le Canada du Sud, quoi. Hein. Seb, un petit mot de la fin. Alors, je le répète quand même, hein, Seb, que vous pourrez retrouver régulièrement avec Joanie sur Avenix. Chroniqueur régulier, j'adore ce terme. Sur YouTube, les gars, abonnez-vous, donnez-nous de la force, donnez-nous de la visibilité, le petit commentaire, la petite cloche. On le répète pas assez, hein. Non, mais écoute, très bien. Franchement, la dernière fois que j'étais venu, c'était un petit brief avant playoff Atlanta. Toujours un même plaisir. Hein. C'est voilà, qu'on rigole bien. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on est tous fans des Knicks. Et donc c'est ça qui est sympa, la bonne ambiance et tout. Donc non, nickel, franchement, super. J'espère que vous allez prendre
vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter, à rager, à pas être d'accord. Et puis bah, à une prochaine. Et puis c'était super cool. Ok, avec grand plaisir. Écoute, Johanny, le petit mot. Ah, le petit mot, en fait, c'est simple. Hein. Votez Knicks, Bronson, Randall, qui vous voulez, mais votez moi pour que je vois au moins des Knicks dans les votes. C'est pas possible de voir d'autres noms, donc voilà. On vote, on verra après les coachs prendront leurs décisions. Et puis oui, les playoffs dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, peu importe, il y aura playoffs. J'étais dans le bureau de Léo ce matin, il en parlait justement. C'est parfait. Et puis le petit cours de science-fiction, R.J. Barrett, tout ça, on verra ça plus tard. On reviendra sur des podcasts, on viendra en reparler. L'actualité des Knicks, il y en a toujours plein. Il y a plus de choses à dire que de temps pour en parler. Mais quoi qu'il arrive, on est là et on est là sur les événements. On est là avec les réseaux sociaux, on est là sur YouTube, on est là partout, sur toutes les plateformes. Vous connaissez. Donc voilà, KNF, we here, comme on dit. Ah, j'aurais pas dit mieux. En tout cas, un grand merci à tous. Un grand merci à ceux qui nous donnent de la force, évidemment, sur les différents réseaux. Tu l'as dit, hein, YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. Merci aussi à ceux qui nous représentent aussi durant les événements, qui se mobilisent pour venir nous voir. On espère pouvoir aussi vous proposer un calendrier très enrichi en 2023. Le 2023 va partir sur des bases très très fortes. Il va falloir s'accrocher. Il y aura beaucoup de news dans ce sens-là. En tout cas, de voir de plus en plus nombreux, de voir des nouveaux visages, de voir des nouveaux contributeurs, de voir des avis aussi qui viennent de différents personnes qui font vivre cette base de fans. Donc, eh oui, je voulais pas le dire. Même les trollers, on les accueille. Juste un tout petit big up à l'équipe de rédaction de la KNF TV, enfin la KNF. Ah oui, les Knicks Nation France. Je veux dire, voilà, un gros big up à Kevin, à Maxime, aux mecs qui nous ont rejoints pour écrire des papiers qui participent à ça. Au début, il y avait Joanie. Après, il y a eu moi qui suis venu me greffer. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont venues. Donc, voilà, un gros bisou à tous. Ils font du super boulot, ils font des super papiers. C'est toujours très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller sur le blog parce que franchement, ils le méritent. Donc, faut pas hésiter, quoi. En tout cas, lisez, soutenez. Le contenu est super riche. Fais une petite bise à Abdoul, évidemment, qui n'a pas pu être disponible sur ce podcast, mais Abdoul, je l'attends en viewing et avec son marabout si possible. Voilà, la bise est faite. En tout cas, un grand merci à tous. Comme je le dis toujours, Knicks un jour, Knicks toujours, et on est ensemble, les gars. Merci, ciao l'équipe. Ciao. Ciao. I always will be a Knick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.